Bonsoir les amis, bienvenue dans ce stream qu'on a intitulé La force du collectif, où on va parler des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, de comment on se prépare, de qu'est-ce que c'est les Jeux dans la vie d'un athlète, de l'importance du collectif, y compris dans les sports les plus individuels. Bon, je ne vous fais pas tout le sommaire tout de suite. Vous aurez noté qu'il y a un truc très étrange sur ce plateau, il y a des fruits. Je crois ça, c'est vrai que ça change d'habitude. En 4 ans de stream sur cette chaîne, je crois que c'est la première fois qu'on voit des fruits. Parce que d'habitude, on est assez junk food, il y a beaucoup de bonbons gélifiés, bien sûr. beaucoup de sodas très sucrés. Voilà. Il y avait des gougères aussi, je me souviens. Oui, il y a une époque, il y avait même un ami cuisinier qui n'a fait la cuisine. Et là, comme on est avec des athlètes, enfin... Non, moi je suis pas une athlète. Ah bon, on l'a vu à la montée des marches, elle était déjà essoufflée. C'est ça, où sont les gâteaux? Comme certains parmi nous sont quand même des athlètes et... sont à quelques semaines des Jeux Olympiques, je me suis dit, Samuel, il faut que tout soit sérieux. Donc, il y a des cerises, des abricots, des bananes, des figues. Voilà. Ça y est, certains nous amènent déjà sur le terrain social, c'est incroyable, ça c'est Twitch. Il y a un mot qui dit, ça prouve que vous êtes riche. Voilà, parce qu'on a acheté des fruits. Oui, c'est vrai. Non, c'est une grosse marque de... Ouais. Tout à fait, exactement. Ok, c'est vrai. On a moyen de payer des fruits au beau milieu de Paris qui coûtent très très cher. C'est pas faux, c'est pas faux. Ce sont des fruits en trompe-l'œil. Non, que ma coquine, ce ne sont pas des fruits en fraude. Je le pouvais, voilà, c'est ça. La preuve, Maintenant, elle va vider le bol de fruits. C'est ça. Manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, exactement, tout à fait. Bon, ça c'est la petite différence par rapport à l'habitude. Sinon, c'est comme d'habitude, on est entre gens de bonne compagnie. On a eu l'occasion en plus d'échanger tous les trois. Rivenzi, on se connaît. Tout à fait. Il y a quelques jours en visio, merveille de la technologie, ce qui nous a permis de faire un premier contact. Et je me suis dit que bon, ça va être un joli stream. Tout part de quoi? De deux choses. À l'origine de ce stream, il y a à la fois une équipe, une team, la team Décathlon. Voilà. Et d'ailleurs, merci Décathlon parce que c'est eux qui sont à l'origine de ce projet et de ce stream. Donc, il y a une team Décathlon dont on va parler, dont Johan Diniz est le manager, le papa. Enfin, on va essayer de définir le titre, qui est hyper intéressant. Et il y a un documentaire. Voilà, réalisé par Anna, qui est avec nous, Anna Rosselin. Le titre de documentaire, c'est On se revoit à Paris. Paris, c'est les Jeux, bien sûr, olympiques et paralympiques. Documentaire sur cette équipe, mais pas seulement en fait. C'est aussi sur comment on se prépare à des Jeux et sur l'importance du collectif, des liens, de la famille, des amis. Des racines dans la préparation d'un événement comme celui-ci. C'est ça, Anna? C'est ça. Et je pense même dans le parcours en fait d'un athlète ou d'une athlète, pourquoi en fait, à quel point les rencontres en fait sont importantes en fait. Je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on a ouvert en fait le sujet au-delà des Jeux paralympiques et olympiques. Pour parler aussi du parcours personnel de chaque athlète. Mais ça, vous pourrez le voir parce qu'on va vous inviter aussi dans ce stream à regarder ce documentaire. Si vous tapez point d'exclamation docu, point d'exclamation documentaire, point d'exclamation décathlon, vous trouvez. Voilà, je suis un peu le roi du bot. Voilà, et vous aurez le lien qui vous renvoie à France Télévisions, parce que c'est France Télévisions, on en parlera, qui diffuse en fait ce documentaire. Ah, trop bien. Il est disponible depuis quelques jours là seulement. Depuis le 14 juin. Depuis le 14 juin sur la plateforme de France Télévisions. Peut-être que je vous présente mes invités. Commençons par celui qui a un peu son rond de serviette ici, qui connaît bien la maison, qui est Rivenzi. Le Rivenzi, le vrai, comme c'était noté, effectivement. Comme là. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Franchement, je suis trop content de pouvoir parler des Jeux, pouvoir parler aussi, moi qui fais des documentaires sur ma chaîne YouTube qui parlent d'histoire, pouvoir parler un peu de comment est-ce qu'on raconte une histoire, comment tu racontes des histoires. Donc non, c'est trop chouette et je suis trop content d'être là. Merci Rive. Passionné d'histoire. Effectivement, en plus, tu as des docs en ce moment qui sont hyper intéressants sur ta chaîne. Et de sport, bien sûr. Exactement, et de sport. Tout à fait. Voilà, et puis je me dis que si je dis une énormité sur le sport, tu sauras me corriger parce que tu as une culture du sport que je n'ai pas. Et surtout, il y a des athlètes et para-athlètes qui sont là, donc on va en profiter. Je continue, je tourne le table. Anna Rosselin, donc réalisatrice. C'est ça. On parlera peut-être un petit peu de ton parcours aussi, ce qui t'a amené à faire ce documentaire, parce que je crois que tu t'intéresses à beaucoup de choses. Ouais. Anna, je salue le petit frère d'Anna qui nous regarde, qui je crois est tweet aussi. Voilà. Nantenin Keïta. Nantenin, comment ça va? Ça va très bien. Je suis très heureux de te recevoir. Merci. Parce que moi, je t'ai découvert notamment par le documentaire. Voilà, et j'ai vu de belles choses dans les individualités qui composent ce documentaire. Et du coup, j'étais très heureux de te recevoir à la maison. Merci. Nantenin, athlète, para-athlète, championne, des titres européens, mondiaux, olympiques. Paralympique. Oui, paralympiques. Ouais. Rien que ça. Après, des titres paralympiques, non, un titre paralympique. Oui, je fais un package.
Je fais un package. C'était quelle édition c'était? Ceux de Rio. Oui, À Rio, je fais une médaille d'or sur 400 mètres. Sur 400 mètres. Mm. Spécialité 400 mètres. Ouais. Mais pas seulement, tu t'es illustré sur d'autres distances? Oui, j'ai fait un peu de. Enfin, j'ai fait du 100 et du 200 mètres hein. aussi. Ouais. Voilà. Mais ta discipline de prédilection, c'est. Alors, c'est pas de prédilection, c'est qu'on m'a dit que si je voulais une médaille d'or, c'était sur le 400 mètres. Mais si j'avais dû choisir, j'aurais choisi le 100 Ah, mètres. c'est parce que c'est l'épreuve reine, c'est. Non, c'est parce que par rapport à mes qualités et D'accord. mes défauts, Ouais. et par rapport à voilà, mon corps et mon état d'esprit, Ok. c'était plus un état d'esprit de coureuse de 400 que de 100 mètres. Ouais. Tiens, il y a Amo qui dit j'ai découvert Dantonin le jour où ils avaient mis Joule sur la flamme, mais au moins ça m'a permis de découvrir. Pourquoi t'étais à Marseille le jour D'accord, c'est moi ok. qui ai donné la flamme à Jules. Je la kiffe, force trop à bien. elle, voilà, Merci. Vériem, voilà. Une reine, me dit Clama Coquine. Ok, formidable. Bonjour le petit frère d'Anna, chacun fait son petit salut. Ok. Et tu pouvais, question indiscrète, tu pouvais pas faire les deux, tu pouvais pas t'aligner sur 100 et 400, comment ça se passe? Alors là, pour les Jeux de Tokyo, c'était compliqué parce que j'étais blessée et que, enfin voilà. Mais là, à Paris, je suis en négociation. Très très dur avec mes entraîneurs. T'es en train de dire que tu peux peut-être. Là, c'est un scoop en plus. Hein. Faire Attends. le 100 et le 400, ouais. Mais Ah Eh, punaise. je suis en négociation. C'est Ah ouais, dur mais- parce que c'est vraiment pas les mêmes distances et tout. Non, c'est pas les mêmes, ouais, mais ça va être, après l'idée c'est je m'entraîne pour le 400 ouais. et puis le 100 mètres, je fais ça pour me détendre. Donc, Oui, ok, ça va. Donc on a une double médaille possible, quoi. Oh là, t'emballes pas quand même. Ah oui, Voyons le 400 déjà. Voyons le 400. Voilà, c'est ça. Johan Diniz. Johan, j'ai déjà du Diniz incroyable de la part de Loki. J'ai là là. une petite bague de Kiné que j'attendais, Kiné 22. Hein, je vous dis les pseudos. Encore, là, c'est des pseudos qui peuvent se lire. Parfois, il y a des pseudos qui sont très surprenants. Vous en verrez tout à l'heure, sûrement. Kiné qui demande est-ce que Johan est venu en marchant? Forcément. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, Johan est un immense champion de marche rapide, je crois que c'est Une le. marche athlétique. Marche athlétique, le terme, pardon. Voilà. L'athlétisme, voilà. Voilà. Marche- ancienne athlète. Immense champion. Champion du monde. Ouais, j'étais champion du monde. Recordman. J'ai fait 4 fois les Jeux Olympiques, Ouais. les recordman du monde du 50 km et du 50 000 mètres sur piste. Ça, j'y tiens aussi. Faire 125 tours autour Non, d'une mais ça, c'est piste, quand même. Ça, c'était à vraiment une Reims, discipline de fou. voilà, hein. c'était De zinzin. c'était sympa. Oh là là, Faire 125, 400 mètres. C'est- La légende, tu vois, la légende, Diniz le GOAT. Voilà. Je me rappelle de ce monsieur, bah oui. Que des légendes sur ce plateau. Bah ah, ouais, c'est c'est gentil clair. ça. Ah, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Comment tu vas, Samuel, d'ailleurs? Bah, moi, je vais bien, Parce que je suis toi, tu heureux. prépares ce stream, mais je sais ce qui va se passer juste après ce stream aussi. Donc, Oui, il y aura un petit peu de gaming. Voilà, exactement. Non, mais profite qu'il y ait des gens chez toi. Profite de te sociabiliser un petit peu. Voilà, Non, discuter et puis avec les gens. ce stream me fait plaisir aussi parce que ça nous sort un peu de cette séquence actualité, on va dire politique en ce moment, Ouais. qui est un peu dense, Oui. voilà, qui est un peu anxiogène aussi parce qu'elle est, elle est historiquement Ouais, très forte, hein. très forte et nouvelle. C'est une équation qu'on n'a jamais rencontrée, qui est en train de se passer. Donc ça nous demande beaucoup d'énergie aussi dans le suivi. Donc tous les matins, on est là-dessus. Et je vous avoue que parler aussi d'autres choses, et par exemple des Jeux Olympiques et Paralympiques, ben, je trouve que ça fait du bien, quoi. Et de belles valeurs. Ouais, et je me demande Rassemblement. d'ailleurs si, parce que vous savez, dans les quelques mois qui ont précédé les Jeux, il y a eu des débats, des polémiques, nécessaires d'ailleurs sur tel ou tel aspect, Ah, bien écologique, logement, citoyen. Et c'est important d'avoir eu ces débats, ça montre qu'on vit dans une démocratie. Et que le débat est possible. Mais c'est intéressant de voir aussi à quel moment on se pencherait vers l'aspect sportif, dépassement des athlètes et des para-athlètes. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train d'arriver dessus. Et je me dis que cette séquence sportive va peut-être nous permettre aussi de penser à autre chose. Ouais. Se changer un petit peu les idées. Bravo, monsieur Diniz, pour cette belle carrière. 100% Johan, il est un gecko. C'est une ref à Valo, ça. C'est un jeu vidéo, ils sont très jeux vidéo. Hein. Samuel, le marathonien aussi à présenter. Oui, Bien sûr. enfin bon... ton record du monde, Ouais. ton record du monde, 3h32 minutes et 33 secondes. J'ai ta question en fait. Je suis passé en moins de 3 heures au marathon à Zurich. Je crois que je suis passé aux alentours de 2h58-30 Sur le marathon. Sur la base du marathon. Ouais, ouais. et parce que la durée qu'il nous a donnée, là, c'est pour quelle distance du coup? Le 50 Le 50 km, ça c'est mon c'est record ça. du monde. D'accord. Parce qu'en fait, En marchant. oui, la fameuse marche. Parce qu'en fait, le format, c'est 50 km. C'était le 50 km, D'accord. ça s'est arrêté à l'issue des Jeux de Tokyo D'accord. en Ouais, c'est vrai, 2020-21. c'est vrai. Et Pourquoi maintenant, puis, c'est quoi maintenant, en fait, c'est Bah, un ils ont arrêté. format, Ouais, ils ont un autre c'est format, un ouais. relais. C'est un relais sur marathon. Donc, il y a 2 athlètes, Ah. un homme et une femme.
qui vont se transmettre 2 fois le témoin. Et puis... Qu'est-ce que tu nous as mis, Joe là ça, c'est très drôle. C'est quoi ça, Joe? Je crois que c'est un... C'est un film? C'est Malcolm, non? C'est Malcolm. Ouais. Je crois, ouais. Ok. Et donc maintenant, c'est un relais masculin-féminin? Ouais, c'est un relais. Donc, c'est une équipe. Il y aura 25 équipes au départ des Jeux Olympiques. Donc, sur une distance d'un marathon, l'homme fera 12 km 195. Après, il donnera son relais à une fille qui fera 10 km. Il refera 10 km derrière et elle refera 10 km. Ah, c'est pas mal. Donc, et en fait, pour l'instant, il parlait beaucoup de mixité, de durée aussi, d'effort, ce qui était l'effort qui était trop long. Et pour l'instant, on est sur des temps d'effort et donc des temps de vision qui vont être entre 2h55 et 3h. Donc en gros, on n'est pas C'est pas aussi si loin que différent. ça que, de ce que que le 50 km. Donc finalement, Est-ce que c'est ce qui Mais raconte c'est découpé finalement. ouais, c'est beaucoup plus découpé, C'est pour etc. ça. aussi. Oui. Et en plus, la marche olympique, c'est éminemment technique parce que tu as toute une question aussi de pénalité, parce que Oui. quand tu dois poser tes pieds, Oui, tu dois pouvoir décoller les deux pieds. Voilà, c'est tu ça. dois avoir tout le temps un appui au sol. Pour que ta marche ne soit pas requalifiée en C'est ça, course finalement. En course, voilà. C'est ça. Toujours un appui en contact avec le sol. Et puis, quand on vient poser sa jambe, en fait, son pied au sol, Ouais. il faut qu'on ait la jambe tendue. D'accord. Sinon, c'est une seconde faute. Mais attends, ça veut dire qu'il y a un arbitre qui est sur Oui. tes mollets Oui. Pendant- T'as toujours quelqu'un sur un Ça parcours, t'as entre 8 et 9 juges sur un parcours et qui te regardent et ils peuvent te juger qu'à l'œil humain. Donc Ok. ça, c'est aussi Ouais. toujours la c'est ça aussi, subjectivité quoi. de la marche athlétique. Parce qu'il faut que tu ailles vite, mais en même temps que tu te dises, attends, Voilà. là, il faut que techniquement je sois Que bon tu sois dans le le contrôle, en fait. 45e et Que tu sois dans le 50e contrôle kilomètre, tu également, vois. quoi. Ouais, ça, c'est fou quand même. Et qui dit subjectivité dit parfois ah bah on te voit Johan, je crois ici. On a vu les images à l'instant. Zurich, quoi. Ouais, qui dit subjectivité dit parfois des décisions d'arbitres qui peuvent être Il y a eu, contestées. il y a eu un petit peu Ouais. à une Ah ouais, période. bien sûr. Bon les amis, alors un petit menu. Parce que certains ont des obligations familiales ici après. Alors, certains vont jouer aux jeux vidéo, puis certains ont des obligations familiales. Donc un petit menu. Moi je vous ai proposé de diviser ce petit échange en 3 temps. D'abord peut-être un temps sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Pourquoi c'est si important dans la vie d'une sportive. Certains connaissent bien ici. Anna, t'es qualifiée sur quelle épreuve toi? Sur le taekwondo, Sur le on en a parlé avec Johan. Qui est olympique ou qui est pas olympique? sûr, Oui, que ouais, toujours. C'est le karaté qui n'est plus, hein, c'est Il ça, hein. n'y est plus, exactement. exactement. Ouais. Gros débat sur le karaté. On va parler des jeux, notamment de ceux qui les consomment en passionnés et de ceux qui les pratiquent. Voilà. Deuxième séquence, les jeux aventures individuelles, mais aussi aventures collectives. Et comment le collectif, y compris dans les sports individuels, y compris dans l'athlétisme, c'est extrêmement important. Et ça nous permettra de parler de la team Décathlon aussi et de ce que vous y faites. Et puis un dernier temps, un petit focus sur le documentaire On se revoit à Paris d'Anna. Voilà. Comment ça s'est construit, comment tu l'as construit, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce documentaire. On passera. Vous savez quoi d'ailleurs? Dans un instant, on va passer un premier extrait qui est le début du doc pour vous donner une petite idée de ce doc dont je parle depuis le début. Et on regardera un deuxième extrait à la fin. Et n'oubliez pas, pour l'exclamation docu ou pour l'exclamation documentaire, et vous avez le lien pour voir ce documentaire après le stream par exemple. Je crois que c'est un 52 minutes. C'est ça, 52 minutes. tout à fait. Et c'est hébergé par France Télévisions. Joe va nous montrer le premier extrait. T'inquiète, Joe. Au début, on s'est posé la question. Est-ce que c'est 24, 48, 72, 80, 50 Puis finalement, c'était 33 athlètes. Was in sixth place. Anticipate a super hard layout fall. Barbosa going well. La team des 4, c'est aussi une petite famille. Une petite famille de sportifs, de champions. Il n'y a pas le sport mineur, il n'y a pas le sport majeur. On est tous à la même enseigne, tu vois, c'est ça qui est beau. On est tous et toutes très différents. Pour autant, on s'entend tous. In the blue. La flèche de Romain Canin. Je pense que ce qui nous lie, c'est qu'on a tous et toutes le même rêve d'aller au jeu, de faire la meilleure perf au jeu possible et de repartir sans regret. On a énormément de choses à se passer, à partager. Il y a un vrai lien de cohésion qui s'est fait entre les athlètes du team. On a un projet commun, on avance ensemble, on se déchire ensemble. Voilà, on n'avance jamais tout seul, t'as une équipe. Plein d'individualités ensemble, ça crée en fait un fort collectif. Spins off and down. La médaille d'or. La Guinée champion du monde. Le championnat du Sacrée championne de France. Il est champion olympique. On a accompli un exploit cet après-midi à La possibilité d'une médaille pour la française devant Kira Townsend. Pour la finale des Jeux Olympiques, une première dans l'histoire du volley-ball français. Il va peut-être prendre la médaille d'or. C'est extraordinaire. Bravo Anna.
J'ai quelques premiers commentaires là déjà. Ça a l'air trop bien, me dit Poulidor, qui est un ami de chaîne. Les images sont magnifiques. Lilou Renez. Alors le bonheur du chat, c'est aussi des commentaires que vous n'attendiez pas, comme par exemple Floxit qui nous dit vraiment content en passant des vêtements de rando 500-900 de Décathlon. Perso, je porte mon pantalon Quechua fort classe tout le temps, sauf sexy sexuel. Merci beaucoup Floxit pour cette participation. Et aussi, ça, Décathlon. Il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure, est-ce que Décathlon offre des trucs, genre les mecs qui viennent pour avoir des t-shirts, des chaussettes? Non. Mais ils nous offrent en fait l'émission, le live et le documentaire. Voilà. Mais il y a une très belle collection JO à Décathlon. C'est vrai? Spécial jeu? Ouais. D'accord, ok. Complètement, oui. Ok, Bien, ok. manteau. Non, mais elle est... Oh là enfin, là, moi, je trouve qu'elle est très belle. corpo, Après. bravo. Bien joué. Non, je donne mon avis sincère. Les jeux, les amis, les jeux à cette table, il y a 2 d'entre nous qui ont participé à des Jeux olympiques et paralympiques. Bon, ça, c'est une expérience incroyable. Dites-moi tous les deux, en quoi, puisqu'on entend souvent cette phrase, dans la vie d'un sportif, les Jeux, c'est le Graal. C'est... pourquoi on dit ça? Vas-y, Non, je t'en prie. T'es l'aîné. Je suis l'aîné, mais en plus, on a fait les mêmes, je crois. Non, c'est une façon sympathique de On dire... a commencé en 2008, tu es le vieux. Ouais. tous les deux. J'ai commencé en 2008, On a commencé en 2008 tous les deux. Ah, c'est vrai, vous commencez l'aventure olympique tous les deux en Oui, 2008? en même temps en 2008 à Pékin, quoi. Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Ben, c'est quoi? C'est... Pour moi, c'était... en plus, avec Nantes, je ne sais pas si on a la même carrière, mais en tout cas, tous les deux, le haut niveau, ça nous est ça nous est tombé dessus un peu comme ça, par accident, mais aussi par des découvertes et des rencontres. Jamais je me serais attendu à faire les Jeux olympiques dans ma carrière. Et oui, après, une fois qu'on y est, c'est sûr que tu as un premier cap avec les championnats d'Europe, les championnats du monde en athlétisme et en parathlétisme. Je pense que c'est déjà... Il y a déjà énormément de nations qui participent à ces championnats. On est un sport qui est très universel. Il y a plus de 200 pays qui participent aux grands championnats. Donc on a l'habitude déjà d'y voir beaucoup de monde, mais les Jeux olympiques, là, c'est décuplé avec tous les sports, avec tout un univers qui est autour de ça. On est dans un village fermé qu'avec l'ensemble des athlètes. Et ce qui est la magie aussi, c'est que je me souviens à Pékin, on pouvait manger à côté d'un Kobe Bryant ou d'un Rafael Nadal, et c'était plutôt eux qui étaient impressionnés de voir des athlètes. En fait, c'était des athlètes de la NBA ou de l'ATP qui sont des grands champions à nos yeux, et là ils se retrouvent, ils sont comme des enfants de se retrouver en fait avec toute cette famille en fait de sportifs. Donc c'est c'est hyper particulier. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'élan, beaucoup de respect, beaucoup de diversité, tout ce qui fait les valeurs du sport, quoi. Et c'est beau quand tout le monde est mélangé comme ça. Il y a beaucoup de couleurs en fait dans les Jeux olympiques et c'est hyper beau. En tout cas, ça c'est vraiment la partie qui est très belle des Jeux olympiques. Pour moi, c'est cette diversité, ce multiculturalisme en fait. Antonin, toi, Mais moi, c'est vrai que quand j'ai fait les championnats du monde en 2006, après il y avait les Jeux. Et je comprenais pas pourquoi tout le monde était super excité à l'idée de faire les Jeux. Et moi, j'ai dit en fait à la personne qui s'occupait de moi, je lui ai dit mais je comprends pas pourquoi il y a un tel engouement derrière les Jeux. On va se déplacer, on va prendre l'avion tout pareil. Ouais. On va rencontrer les mêmes pays, les mêmes concurrentes. Il y aura un défilé tout pareil. Et je comprenais pas. Et en fait, quand je suis arrivée au Jeux, déjà quand je suis arrivée au village, j'ai dit, ah ouais, il y a peut-être une petite différence là. Tellement pragmatique, Antonin, mais ce sera une piste comme d'habitude. Mais en fait, c'est ce que je lui ai dit. C'est la même piste, il y aura 2 virages, je vais arriver, je vais souffrir tout autant. Et en fait, quand je suis rentrée dans le village, j'ai dit, ah oui, là, il y a une autre atmosphère. Et clairement, il y a une atmosphère différente parce que, comme le disait Yoann, on va tous se balader, peu importe le sport qu'on fait, peu importe la nation. On est tous là pour la même chose, pour le même rêve et on avance tous comme ça, en fait. Et après, quand la flamme paralympique ou olympique s'allume dans le stade, là on se dit ah ouais, en fait on est en train de vivre un truc de dingue. Tu vois, il y a César qui dit dans le chat, un athlète ne peut que reconnaître le talent d'un autre athlète, tout sport confondu, parce qu'ils font tous des efforts énormes, des sacrifices pour être au top, et il ne peut y avoir que du respect. Il y a un message mignon de Red Voltage. J'ai une épreuve bac de spécialité sport demain, probablement sur les Jeux. C'est incroyable que tu fasses cette émission à ce moment-là. Merci Samuel. On va avoir des petites billes pour demain. Il y a des gens qui sont étonnés aussi parce qu'ils trouvent. C'est là, moi je vois l'image, je comprends, tout à fait. Théo et Johan, ils disent mais c'est incroyable, ils sont si massifs. C'est un effet de caméra. Non. C'est juste que là, il y a 2 gabarits et puis il y a 2. J'ai pas remarqué que Johan était si grand que ça. Moi, j'ai grossi, moi. J'ai arrêté le niveau depuis 3 ans, donc forcément, je suis moins.
Mais moi, contrairement à vous, je ne connais pas le sport de haut niveau de près. Et je me suis longtemps posé cette question, en fait. Pourquoi il y a cette hype autour des Jeux Olympiques? Pourquoi c'est si singulier, extraordinaire par rapport à des mondiaux, par exemple, dont on se dit que le niveau est sans doute assez proche? D'ailleurs, c'est une question que je me pose. Est-ce que le niveau aux Jeux, par exemple en athlétisme, il est plus relevé qu'aux mondiaux? Est-ce que les gens... ou pas? Pardon, excuse-moi Nanto, mais par exemple, Usain Bolt, il a battu le record du monde en 2009 à Berlin. Ouais. On l'a découvert en 2008 à Pékin et en 2009, sur cette piste magique au championnat du monde, il bat le record du monde du 100 mètres, 9,58 je crois, si je ne me trompe pas trop. Et puis, ça dépend en fait, le niveau quand même, en tout cas pour nous en athlétisme, il est relativement le même souvent. Alors des fois, il y a une descente après les Jeux Olympiques. Quand on est champion olympique, une année après les Jeux Olympiques, il y en a qui vont redescendre un peu. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas forcément réussi aux Jeux Olympiques, qui vont aller essayer de rechercher quelque chose. Comme moi, après 2016, après les Jeux Olympiques de Rio, je passe pas à côté, je fais 8e. Parce que toi, Johan, malgré ta carrière exceptionnelle, et tous les titres, il n'y a pas de médaille olympique. Non, jamais. Il n'y a pas de médaille olympique. Mais ça fait partie de ma carrière. Alors tu as participé à combien d'Olympiades? 4 Jeux Olympiques. 4 Olympiades, Ouais. il n'y a pas eu de médaille. Est-ce que c'est... Comme Stéphane Diagana, Ouais. comme Eunice Barber, on a eu un peu le C'est fou, fait hein. Et qu'on ça, n'a jamais tu fait te de médaille. l'expliques, tu as été dans ta discipline un des meilleurs, un des plus grands, et la médaille olympique, le podium olympique t'a échappé, et tu te l'expliques ça? Franchement, en 2008, oui, parce que j'étais spectateur et pas du tout acteur. Voilà, comme disait Nantin, j'arrivais dans quelque chose qui était... Nouveau, quoi. Tu étais déjà champion d'Europe quand tu arrives en 2008? Était énorme. Il y avait une pression en plus qui était assez forte. Et puis en plus, on s'était aussi positionné sur le fait d'aller en Chine, sur les Jeux Olympiques, etc. Donc géopolitiquement, on s'était aussi un peu positionné par rapport à ça et ça nous était un peu retombé un peu dessus également. Et puis oui, j'étais plutôt vraiment spectateur de ça, quoi, et pas du tout acteur. Il faut être acteur de sa course et des Jeux Olympiques. Il ne faut pas subir tout ce qu'il y a autour, en fait, parce que les accréditations, tu vas regarder qui c'est, tu vas regarder la personne qui a une médaille ou qui n'a pas de médaille, tu vas voir tous les résultats qu'il y a à côté. Puis en plus, le fait d'être sur une épreuve longue, le 50 km, on arrive souvent en deuxième semaine et en fin de deuxième semaine. Donc il y a une effervescence dans le village, il y a une vie dans le village où il faut réussir en fait à se créer un moule et une cloison pour pas se faire prendre par plein d'émotions, plein de choses et c'est assez compliqué en fait sur une discipline longue. Moi j'y suis pas arrivé, en tout cas j'ai pas réussi à être à la hauteur. Dans le chat, j'ai Harry Cover, puisque ici on aime les pseudos, qui dit il y a toujours eu de la malchance sur les jeux. Et j'ai aussi Caméléon Cito qui dit c'est juste au-dessus. Nix qui dit champion olympique dans nos cœurs, Johan. Mais tu as aussi un truc aussi avec les jeux en tant que spectateur. Justement, j'allais demander aux deux spectateurs, aux deux commentateurs, c'est quoi la spécificité des jeux? Peut-être pour rester sur les performances et la hype qu'il y a autour, c'est que les jeux aussi, il y a cette particularité-là, c'est que tous les 4 ans. Les championnats du monde, tu as ça tous les ans, des Europes, tu as ça tous les ans. Et quand tu bats un record olympique ou paralympique, tu ne le bats qu'au jeu. Ça veut dire que si tu as le record olympique ou paralympique, tu le gardes pendant 4 ans. Alors qu'un record du monde, tu peux le battre peut-être ailleurs, à d'autres moments. Ah oui, Donc je pense qu'il y a aussi ce côté un peu... C'est plus rare, c'est un événement plus rare. C'est ça. Bien sûr. C'est ça. Et puis où il y a une diversité telle, plus que il y a tous les sports réunis, tous les sports confondus, et on est tous ensemble, quoi. Rive qui est sportif, mais qui n'est pas sportif de haut niveau. Non, qui est pas passé loin. Pas du tout. Les croisés. Ah non, je n'ai jamais été, à un moment donné dans ma carrière de sportif, en passe de devenir sportif de haut niveau. Bon, il est super sportif. Mais toi, tu es un amoureux du sport, un consommateur du sport. Moi, mon premier grand souvenir des JO, c'est Pékin 2008, la cérémonie d'ouverture. Et c'est incroyable, quoi, tu vois. Enfin, moi, j'étais encore jeune pour me poser encore toutes les questions, tu vois, liées à la géopolitique. Donc, du coup, tu prends juste ça en pleine face. Et moi, les jeux, c'est ma compétition de sport préférée. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as tous ces sports qui sont réunis au même endroit. Et je pense qu'aussi, quand tu deviens champion olympique, tu rentres dans une famille qui n'est pas juste liée à ton sport. C'est-à-dire que tu deviens un Olympien avec... t'es avec Michael Phelps, t'es avec Carl Lewis, t'es avec tous les grands sportifs, tu vois, avec David Douillet, t'es avec Teddy Riner. Et en fait, tu rentres dans un truc plus grand que toi, tu vois. Et je pense qu'il y a ça aussi. Et puis les Jeux Olympiques, c'est des moments d'histoire de fou. Tu as les JO de 36 à Berlin, tu as les Jeux à Mexico aussi qui marquent l'histoire, tu as les boycotts successifs quand ça se passe à Moscou, quand ça se passe aux États-Unis, pendant la guerre froide. Donc en fait, il y a une sorte aussi d'aura dans les Jeux qui fait que en fait, quand tu es athlète et que tu arrives là en 2024,
tu portes un peu tout ça sur tes épaules aussi. Et donc, quand tu deviens champion olympique ou médaillé olympique, tu as tout cet héritage-là aussi qui fait que ça dépasse pour moi le cadre du championnat du monde, champion d'Europe, évidemment. Et souvent des réformes aussi autour du sport, des nouvelles épreuves, des nouveaux matériaux. Par exemple, tu parlais de 68 Mexico, la cendrée, le tartan qui arrive en 68 à Mexico, plein de nouvelles choses en fait. La Donald Break cette année qui va arriver, le surf qui est arrivé à Tokyo aussi. Moi j'ai hâte de voir pour le coup en Polynésie parce qu'à Tokyo c'était vraiment pas terrible, mais là... Là la vague de Théopo, oui, c'est incroyable. Mythique. Clairement. Anna, ton rapport au sport, parce que là tu as réalisé un documentaire, point d'exclamation docu, bim, vous avez le lien, et vous pouvez voir l'excellent documentaire d'Anna. On regardera un autre extrait tout à l'heure en fin de stream. Le sport, c'est quelque chose d'important pour toi ou pas? Oui, enfin, moi, je pratique un peu de sport. Après, je pense que pour être tout à fait... Franchement, je fais des pompes et des squats, quoi. On va dire les choses, voilà. Elle s'essaye au surf aussi. Non, j'ai fait de la motocross, je suis même pas ça. Ouais, non, c'est vraiment... c'est du sport. Ouais. Si. J'ai eu un gros accident, donc j'ai arrêté. Okay. Non, mais en fait, je pense que ce qui est intéressant dans ma manière d'aborder ce documentaire, et c'est ce qui nous a plu, en tout cas, avec les équipes, c'est justement que j'avais pas de rapport avec le sport. Et que c'est comme ça, en fait, que j'ai écrit ce documentaire, c'est-à-dire loin de la performance et vraiment près de ce que je connaissais, c'est-à-dire les humains, les émotions et voilà. Et je pense que même pendant le tournage, on se disait, que ce soit avec Johan ou avec mon équipe de tournage, ma productrice, faudrait peut-être filmer un peu plus de sport là. Et vraiment, et en fait, bon, après on avait imaginé le film avec des archives quand même parce qu'on voulait faire en fait des sortes de flashbacks un peu quand les athlètes se racontent. Mais du coup, enfin voilà, je pense que pour résumer, c'est justement parce que j'ai pas un grand rapport au sport que le documentaire est ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Mais en tout cas, vous le verrez quand vous verrez le doc après le stream, parce que vous l'avez disponible sur France Télévisions, sur France.tv, cette attention à l'humain, cette proximité avec les personnes et aux interactions entre les différents sportifs, les athlètes qu'on a dans le doc, c'est ce que moi j'ai apprécié. Rive, tu l'as vu d'ailleurs le doc? Je l'ai regardé, alors, effectivement. Je l'ai regardé. Quoi? Et non, moi j'ai beaucoup aimé. Moi je suis très fan de documentaires sportifs. Moi j'avoue, j'en ai regardé beaucoup, des intérieurs sport, des choses. Moi j'avoue, je suis très friand de ça. Et effectivement, il y avait ce côté intime qui était vraiment chouette et le côté aussi groupe, quoi, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vois des Romain Canon qui discutent, qui échangent avec des Antoine Brizard, quand tu vois des Audrey Chuméo qui rentrent dans le collectif, qui rencontrent Antonin, enfin c'était vraiment... moi j'ai adoré cette ambiance-là, très intimiste. Et aussi cet objectif que vous avez tous, que sont les jeux, quoi, tu vois. Et, sorte de détente apparente, mais quand même, il y a une performance à aller chercher. Et puis, en fait, ces échanges-là, parce que, notamment quand tu es athlète ou quand tu t'entraînes parfois, tu es très seul, en fait. Des fois, quand tu es athlète, tu es tout seul à aller t'entraîner, tu te lèves tôt, tout seul. Parfois, ton entourage n'y comprend pas. Et je pense que de se retrouver des fois entre athlètes, je pense que ça permet un peu d'échanger. Je pense qu'il y a un vocabulaire qui est propre aux athlètes, une manière de s'exprimer. Un ressenti peut-être aussi, un ressenti que je pense les gens, parfois même de vos entourages, ne comprennent pas spécialement parce que c'est tellement de sacrifices pour la performance que c'est des fois difficilement concevable pour les gens lambda, je pense. On s'arrête sur ce mot de sacrifice, c'est le bon mot. Théo utilise ce mot de sacrifice, c'est-à-dire que l'entraînement pour des jeux, il est comment? Est-ce qu'il demande effectivement un entraînement, une mobilisation sur l'aspect physique, psychologique, nutritionnel, familial aussi, gigantesque? Comment ça se passe? Vas-y Nanto, je te laisse parler, je te laisse répondre. Moi je dirais que, après ça c'est ma définition, hein. Bien sûr. Je trouve que quand on parle de sacrifice c'est peut-être un peu fort parce que pour moi un sacrifice c'est quelque chose que tu donnes et tu n'as rien en retour. Oui. Alors que quand on pratique une activité à haut niveau comme ça, ok, il y a des contraintes, mais ce qu'on a en retour, moi ce que le sport m'a apporté en retour, pour moi, c'est pas du sacrifice parce qu'il m'a rendu quelque chose. Donc, c'est peut-être là où moi, je fais une petite nuance dans le mot sacrifice. C'est du respect du donnant-donnant, finalement. Donc, oui, je mange pas des Haribo tous les jours, mais à côté de ça, je vis une aventure humaine qui est quand même assez dingue. Je vois pas ma famille souvent. Enfin, tout ça, c'est vrai, il y a des contraintes, mais je parlerai pas de sacrifice. À l'instant, tu viens de dire, et tu l'as dit aussi tout à l'heure, que le sport de haut niveau était rentré un peu par accident dans ta vie. Ouais. Tu peux nous dire comment ça se passe? Il y a une rencontre, je crois, avec l'athlétisme. Corrige-moi, mais à l'école, je crois. Oui, en fait, ça, moi, j'étais dans un collège qui était spécialisé pour déficients visuels.
Et en fait, ma prof de PS a inscrit toute ma classe à participer à une compétition d'athlétisme. Elle vous a pas demandé votre avis, quoi. Hop, inscription. Tout le monde. Ouais. Athlétisme et natation. Mon natation, ils m'ont dit de sortir de l'eau. Madame, vous êtes en train de vous noyer. Hein. Voilà, ça c'était réglé. Et athlétisme, du coup, moi j'ai participé 2 ans à cette compétition. Ouais. Et j'ai rencontré la Fédération française handisport, qui régit un petit peu pas mal de sports paralympiques, m'a repéré et m'a proposé de faire des stages avec l'équipe de France de para-athlètes de l'époque. C'est qui cette personne qui va plus vite que tout le monde, là, s'il vous plaît Est-ce que vous pouvez nous présenter? C'était assez cool. Et moi, quand je suis arrivée dans ce monde-là, j'ai pas tout de suite compris, parce qu'il fallait s'entraîner 2 fois par jour pendant une semaine. Et moi, je m'entraînais pas du tout. J'ai tenu 3 jours. Ah, au début, tu étais un peu en mode cool comme ça? Ah non, c'est mon corps qui était en mode je comprends pas ce qui se passe. Mais ouais, c'était vraiment par hasard. Et moi, je me suis dit que je voulais être sportive de haut niveau et prendre, en tout cas, les caractéristiques, que ce soit physiques et mentales, du sportif de haut niveau, à partir du moment où je fais mes premiers championnats du monde en 2002, à Lille, et je perds. En fait, je finis 5e. Je finis 5e du 100 mètres au championnat du monde. Mais par contre, je fais une médaille d'argent sur le 400. Mais pour moi, je voulais pas être coureuse de 400. Moi, je voulais être la reine du 100 mètres. Donc, le fait d'avoir perdu sur ces championnats du monde-là, je me suis dit, non, en fait, je comprends maintenant pourquoi il faut s'entraîner. Et pas juste 15 jours, en fait. Mais en fait tu arrives à très haut niveau très tôt parce que tu dis, je prends conscience de l'envie d'être une athlète de haut niveau au championnat du monde. Tu es déjà au championnat du monde. Donc, en fait, tu as des prédispositions athlétiques assez incroyables quand même. Je pense qu'ils ont cru en moi. Ouais. Et puis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles aussi. On était quand même jeunes. Moi, j'avais 17 ans quand j'ai fait mes premiers championnats du monde. Et donc, ils ont cru en moi. Ils se sont dit, pourquoi pas, quoi. On va essayer. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Parce que moi, même si on croit en moi, si tu veux, je vais rien faire sur une piste d'athlète. Mais c'est hyper intéressant. Mais du coup, c'est par la défaite que tu dis que tu as appris sur toi, etc. Et Johan, tu avais dit ça aussi, que toi, c'est assez étonnant, tu apprenais plus des défaites. Enfin, tu rebondissais mieux après les défaites qu'après les victoires. Ouais, déjà, pour moi, mais je ne sais pas si toi c'est pareil, Nanto, à la fin de ton objectif, quand tu t'es mis un objectif dans l'année, et en fait, nous, tu vois, des 50 km, t'en fais 1 ou 2 dans une saison. Et à la limite, pour moi, 1, c'était très bien. Et en fait, dès que tu as franchi la ligne d'arrivée, tu penses tout de suite à l'après. Déjà, tu te remets tout de suite l'objectif, mais en fait, tu as franchi la ligne et tu es déjà, là, je sais pas, tu as franchi la ligne en 2012, tu penses tout de suite à 2013, à ton objectif de 2013, et tu as déjà analysé un peu tout ce qu'il faut remettre en place, etc. Et c'est vrai que dans les victoires, il faut prendre, bien sûr, le positif de la victoire, mais dans la défaite, c'est vrai qu'on arrive aussi à tirer souvent des enseignements qui vont nous permettre après d'aller chercher d'autres assets, d'autres compétences qui te permettront de rebondir et d'aller d'essayer de renouer avec le succès. Mais le succès, c'est même pas la victoire, mais c'est pas la victoire avec la médaille ou être premier, c'est déjà la victoire avec soi, la victoire intérieure et la victoire avec les personnes qui t'accompagnent et qui t'entourent. Parce que tout à l'heure, tu parlais des sacrifices, mais en fait, c'est toute une équipe en fait que tu embarques avec toi. Il n'y a pas que toi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être, quand tu fais du très haut niveau ou du haut niveau, tu embarques tout le monde avec toi. Donc, en fait, il faut pouvoir partager aussi. Ça, pour moi, cette notion de partage, elle a tout le temps été très importante, que ce soit avec mes enfants, avec mes amis, mes entraîneurs, etc. C'était super important de pouvoir les embarquer dans un projet, en fait, tous ensemble. Et donc, cette notion de partage aussi, pour moi, elle était hyper importante dans le sport de haut niveau. Johan disait que dès la fin d'une course, le regard est déjà tourné vers, la suivante. Au quotidien, Nantonin disait qu'elle n'aimait pas trop le mot sacrifice parce qu'un sacrifice, c'est qu'il n'y a pas de récompense derrière et le sport t'a beaucoup donné. Mais au quotidien, en termes de... Bon, là, il y a des fruits sur cette table qui n'arrivent jamais, donc on voit bien que c'est un peu exceptionnel. En termes d'hygiène de vie, alors ça implique la nourriture, le sommeil, les relations sociales. Est-ce que c'est quand même un cadre extrêmement strict, notamment quand, juste après une compétition, on pense déjà... à la suivante, est-ce que c'est quelque chose de très présent? Dans le documentaire d'Anna, par exemple, à un moment, ça parle un peu de la bouffe.
En mode, on peut pas faire des folies, quoi. C'est très présent, ce cadre un peu strict. Forcément, parce que on met tout en place pour être le plus performant le jour J. Ouais. Donc ça passe effectivement par une hygiène de vie qui est stricte, oui et non, parce qu'il y a forcément... Non, mais... non, en fait, moi, non. Hein. Non, mais moi, je suis vraiment pas la mieux calée en plus là-dessus, honnêtement, côté nourriture. Mais c'est vrai que forcément, il y a des moments où on fait plus attention. Moi, c'est sûr qu'après une victoire ou une défaite, on se calme un peu d'abord. On va bien manger, on va bien récupérer, on va bien se faire plaisir. Et puis après, effectivement, il faut repartir. Mais c'est pas... en tout cas, dans mon cas, c'est pas toute l'année hyper strict. Il y a des moments où on va énormément travailler le foncier, où là je sais que je vais me faire plaisir parce que on est en hiver, on fait beaucoup d'entraînements durs, et c'est vrai que plus on va approcher la compète, plus, mais c'est même inconscient en fait, plus je vais plus avoir envie de manger de bonbons, je vais plus avoir envie de manger de gâteaux, je vais plus avoir envie de manger des cochonneries, mais c'est vraiment inconscient. C'est mon corps et ma tête se disent voilà, maintenant tu es dans ton objectif. Et j'en ai plus envie. Le sommeil, c'est important ou pas Ouais, c'est important, mais en fait, tout ça, il faut pas s'imposer en fait une charge mentale, quoi. En fait, c'est important tu vas préparer un objectif pendant 10 mois, et en fait, 10 mois, 11 mois, et en fait, je pense qu'après, ce qui est vraiment super important, c'est de pouvoir se reconnecter, comme tu parlais, à une vie sociale. C'est important d'aller voir des concerts, c'est important d'aller au cinéma, c'est important d'aller avec ses potes au resto, aller s'amuser. C'est important de voir aussi la vie à côté, en fait. Et c'est ce qui te fait, après, justement, tu reprends quelques kilos, t'es content, t'as bu un bon canon, t'as mangé un bon morceau. On a le droit de temps en temps. T'as vu un sport bon de niveau qu'on aime, bien sûr. Et puis après, tu repars gonflé à bloc, et puis tu repars sur ta préparation. Et si t'as pas ça dans la saison, c'est dur. C'est dur de réenchaîner chaque année. Et puis comme ça, finalement, comme ça, le fait de faire ça, je trouve que ça prouve qu'on est humain. Bien sûr. On n'est pas des super-héros, on n'est pas... voilà, on est humain, et quand tu es humain, tu as des envies, tu as des moments où tu craques, il y a des moments où tu es un peu plus solide. Et oui, ça fait partie de l'athlète de haut niveau. Vous avez dit déjà que même dans les sports les plus individuels, y compris dans l'athlétisme, le collectif était important, et c'est ce qui ressort dans le documentaire d'Anna, ce qui nous permet de parler de la team Décathlon, dont Johan tu vas me dire quel titre est le meilleur, le manager, le directeur. Antonin, tu es une des athlètes, 33 athlètes, je crois. Hein. Dans le documentaire, on en voit quoi, 11, je sais plus. Oui, c'est ça, 11 qui ont été choisis sur des critères... moi, si j'avais pu, je les aurais tous mis, mais en fait, il y avait une réalité... C'était les plus beaux, peut-être. C'est les plus stylés, en fait. Voilà, c'est ça, on va se dire. Non, c'était... En fait, c'était les 22. Mais en plus, ça a été vraiment long, en fait, ce choix. Oui. Parce que... il y avait une réalité en fait de récit, c'est-à-dire que on peut pas présenter 33 personnes sur 52 minutes, ou alors on rentre pas dans les histoires personnelles des uns et des autres. Là en fait, en faisant le calcul sur 11 athlètes, ma monteuse elle m'a regardée en me disant en fait on va passer 5 minutes par athlète, est-ce que tu en as conscience quoi? Donc déjà même ça c'était très stressant pour moi, et je trouve que ça va, on apprend quand même à les connaître quand on regarde le film, quoi. On se dit pas qu'on survole certains sujets. Et du coup, c'est vrai qu'on a construit un peu le film avec le co-auteur en se disant on va construire cette narration en fait comme une tresse en fait. C'est-à-dire que chaque sujet va rebondir sur un autre sujet. C'est-à-dire que plutôt que de leur faire répéter en fait tout le temps les mêmes choses, je viens de là, j'ai fait ci, mon parcours c'est ça. C'est à chaque fois lever une thématique. Mais le choix d'athlète a été très compliqué, et heureusement que Johan était là, quoi. Parce que... Mais il y en a eu 11, et là il y en a 11, mais il y en a 33 de fois le choix de choisir. Je me souviens que un des premiers appels que j'ai fait avec Johan, j'avais regardé en fait la liste des 33 athlètes, et en fait on était d'accord sur tous. Vraiment, il m'avait dit, peut-être un ou deux. Mais là, par exemple, on voit les 11 et on s'attache aux 11, on a envie d'en savoir plus sur 11, sur Cannon l'escrimeur, sur le surfeur, sur... Il y a un joueur de volley, je crois aussi. Antoine Bézard. Voilà, c'est exactement. Et en fait, je pense qu'il y en aurait 33, on s'attacherait aux 33. Oui. Et c'est dur de faire une fresque de plusieurs... tu vois, parce que c'est des sports différents, mais c'était chouette de montrer le côté collectif que vous avez dans le team Décathlon, quoi. C'était créer une alchimie, en fait. Moi, quand j'ai été recruté par Décathlon, parce que quand j'étais athlète de haut niveau,
j'étais déjà au sein de la famille Decathlon. Hein. J'étais en partenariat avec une marque qui s'appelait Newfeel à l'époque, qui était vraiment pour les chaussures de marche athlétique. On créait des chaussures de marche athlétique. Et après, une fois, il y a tout le temps cette fameuse reconversion des athlètes. Et là, ils m'ont ouvert également les portes pour continuer à travailler sur la reconversion. Et puis, ils m'ont demandé, en fait, c'était Xavier Rivoire, un ancien journaliste que tu as dû connaître, qui m'a dit, écoute, Johan, t'incarnes tellement nos valeurs chez Decathlon, etc., que j'aimerais, en fait, que tu puisses après pouvoir raconter, pouvoir faire ce que tu viens de vivre avec nous et de pouvoir aussi le faire avec d'autres. Et le partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça va nous permettre également de montrer ce qu'est Decathlon en fait en termes d'accompagnement sur les produits, mais également sur les projets sociétaux, comment on veut placer le sport dans le quotidien de chacun et chacune. Tout ça, c'était hyper important. Et comment se prend cette aventure de la team? Elle commence en 2021 en fait. La première personne que j'ai rencontrée, ça a été Romain Cannon, à son retour des Jeux Olympiques de Tokyo. Grand escrimeur. J'ai oublié l'arme par contre. Ensuite, j'ai rencontré Marie en même temps, le même jour, et j'ai appelé Nanto, mais je voulais déjà appeler Nanto. Donc c'est toi qui constitue la team, c'est bien sûr. C'est moi qui constitue la team, et c'est moi qui appelle les athlètes et qui me dit j'ai vraiment envie de créer quelque chose de fort avec des athlètes qui ont une forte personnalité, mais qui ont aussi pas que le sport, qui ont des valeurs qui sont très très importantes à leurs yeux, qui défendent des causes, etc. Et c'était vraiment important de pouvoir regrouper toutes ces individualités qui créent une très belle fondation et après qui créent un très beau collectif, parce que tout le monde avait envie de partager, avait envie de connaître, était curieux de savoir ce que faisait chacun, pouvait apporter aussi son expérience aux plus jeunes. Là, je pense, on va pas spoiler ton émission, Samuel, mais là, à 18h46, il y a Marie-Ambre Molu qui est en finale du 100 mètres... Ok, tout le monde est parti. Du 100 mètres tu vois, du 100 mètres nage libre, qui est notre petite Benjamine du team, tu vois, quand elle voit Nantenin, qui peut lui apporter plein de choses, plein de vécus. En fait, ça a vraiment été du partage entre tout le monde, entre tous les athlètes, et chaque athlète avait vraiment envie de découvrir ce que faisait l'autre. L'année dernière, Romain avait une vraie phase de doute, et on a pris le train avec un athlète qui est Dimitri Josvicki, qui vient de faire moins de 11 secondes au 100 mètres au meeting de Charletti la semaine dernière, paralympique, et on a pris le train et on est parti le voir à Milan, au championnat du monde d'escrime, et Romain nous voit en 8e, en quart de finale, et il était très touché, et puis derrière il va chercher cette médaille de bronze. Donc tu vois, c'est Romain, si je dis pas de bêtises, pour ceux qui ne pas, c'est un escrimeur qui explose au jeu. C'est en fait par rapport à c'est ça. Il arrive au remplaçant jeu. En plus. Mais c'est lui qui ne devait pas aller au jeu. Il ne devait pas aller au jeu. Il est 47e mondial, et il est champion olympique. Il est 47e mondial, donc sur le papier, il postule pas un podium, mais il fait des jeux extraordinaires. La magie des jeux. La magie des jeux, il devient champion olympique. Et c'est le premier médaillé de 2021 en plus, donc en fait il lance la moisson française en plus. Et après, ce qui est incroyable, c'est que dans les mois qui suivent, il confirme. C'est ça, il est champion du monde. Aux mondiaux, voilà. Donc, et là, il est de nouveau très attendu au jeu, bien sûr. Et donc, moi, si tu veux, je pense que aussi mon rôle d'ancien athlète de haut niveau également, ça a été de savoir en fait comment vit un athlète, de ce qu'a besoin un athlète, et de pouvoir peut-être plus rentrer dans l'intimité, peut-être de l'entraînement, mais quand ça va bien, mais quand ça va pas bien non plus, apporter peut-être des mots justes. Mais ça, on va parler justement à quoi sert la team. C'est ce qui faisait cette force, en tout cas ma force. Je réponds juste à Love Draft dans le chat qui m'a envoyé un message il y a un moment déjà, mais que j'ai mis de côté, parce que Twitch, l'intérêt, c'est aussi d'échanger avec vous qui nous regardez. Et Love Draft qui disait tu liras sûrement pas mon message. Je l'ai lu avec intérêt parce que Love Draft nous parlait justement des débats, des polémiques qui avaient émaillé la préparation des Jeux sur, vous savez, les étudiants qui ont été certains invités forcés à quitter leur logement, les conditions de travail sur les chantiers. Sache Love Draft qu'en fait ces sujets on les a abordés sur cette chaîne beaucoup, j'en ai beaucoup parlé parce que je pense que ce sont des sujets importants.
Et donc, sauf que l'objet de ce stream ce soir, c'est autre chose, mais sache que ces sujets, je les trouve comme toi importants, et on les a abordés. Et les conditions dans lesquelles sont préparés ces jeux et vont se dérouler ces jeux, on va bien sûr continuer à les regarder sur cette chaîne. C'est aussi notre travail de journaliste. Tu avais posé la question à Tony Estanguet qui était venu. Donc, oui, Tony Estanguet est venu à cette même table il y a quelques mois. Rift était là. Effectivement, on lui avait posé cette question notamment sur le logement étudiant, sur les conditions de travail, les chantiers, etc. Voilà. Tout à fait. Sur l'aspect écologique aussi de ces jeux. Et ça, on ne va pas arrêter ce travail d'ailleurs, parce que pendant tous les jeux, on va aussi voir comment ça se passe, comment ça se déroule. Et puis il y a des choses à dire sur l'organisation. Bien sûr, on se posera des questions. Je reviens au fonctionnement de la team, la Décathlon. Antonin, du coup, la team, elle t'apporte quoi? Est-ce que c'est essentiellement sur le plan psychologique, soutien, affectif, échange d'expérience? Est-ce que vous parlez souvent? Est-ce que vous vous retrouvez? Comment ça se passe? On se retrouve parce qu'il y en a quand même certains qui sont sur mon lieu d'entraînement. Moi, je m'entraîne à l'INSEP et il y en a pas mal qui s'entraînent, enfin quelques-uns, pardon, qui s'entraînent à l'INSEP, donc que je croise. Moi, ce que m'apporte la team, c'est, j'ai envie de dire qu'on parle le même langage. On est embarqués tous dans la même aventure. On sait ce qu'il faut faire pour atteindre le résultat qu'on souhaite. Et ouais, on se soutient les uns les autres, on se comprend. Et ça, c'est hyper important, en fait, parce que plus les jeux vont approcher, plus le stress, la pression va monter. Et le fait de pouvoir discuter avec des personnes qui sont finalement dans le même bateau que nous, c'est quand même rassurant. Et puis, il y a ce côté aussi, on se sent proche, même si on ne se voit pas forcément trop souvent, mais on se sent proche et il y a ce côté, je peux me confier à lui, je sais que je ne vais pas être jugée. Et ça, c'est quand même assez chouette, quoi. Et puis, tu as aussi tout le soutien des collaborateurs, en fait, aussi. Mais ça, c'est vrai, on a fait des Decade Days, des Decade Games, où on est allés tous ensemble. Les athlètes étaient avec nos collaborateurs, donc les salariés Decathlon. Et c'est aussi une vraie alchimie, une vraie complicité qui se crée. Et chez nous, en fait, on est une boîte de sportifs, donc c'est que des sportifs, pratiquement. Et quand ils se retrouvent avec des sportifs de haut niveau, à partager un moment avec eux, ça crée aussi une belle hégémonie, en fait. Et il y a un réel soutien de tout le monde. Et moi, je suis un peu, on m'a mis un peu l'amiral de ce vaisseau et j'en suis fier. Et après, je suis surtout vraiment fier de voir comment on vit ensemble depuis ces 3 années, quoi. Et ton rôle, il y a notamment été dans la composition de l'équipe. Et du coup, au quotidien, est-ce que c'est d'organiser des moments, d'échanges? J'essaye d'organiser des moments, j'essaye de répondre à leurs attentes quand ils ont des attentes, de leur donner des produits quand ils en ont besoin, de leur apporter aussi mon soutien, mais c'est-à-dire aussi des fois être dans de la discussion, être dans du conseil, être des fois à les rassurer. Donc, il est sympa ou pas? Apporter tout le recul que maintenant j'ai, le recul que j'avais peut-être pas quand moi j'étais athlète de haut niveau, que je prenais pas assez. Maintenant que j'ai pris un pas de côté, mais j'ai même mis 2 pas de côté, tu as ce recul en fait qui te permet peut-être d'employer encore plus des mots justes que toi tu n'étais pas capable de mettre avant, mais que maintenant tu peux mettre puisque tu n'es plus du tout athlète. Théo, tu penses que dans le sport de haut niveau, il y a parfois de la solitude, de l'isolement des athlètes et que ce genre d'initiatives peuvent... Je pense que ça va même plus loin. Je pense que des fois il y a presque de l'abandon. Certains athlètes, on a vu des athlètes lancer des cagnottes en ligne, tu sais, parce que les fédés les suivaient pas assez pour pouvoir justement aller se déplacer, parce que on a vu des bourses. Je pense que les gens dans le chat en ont vu passer certaines. On dit pour la préparation des Jeux, j'ai pas les moyens de me déplacer, ma fédé ne me suit pas, et donc je te dis donc là il y a quelqu'un qui a potentiellement une chance de médaille et qui doit qui se débrouille, quoi. Et du coup quand tu as Team Décathlon, je sais pas si vous faites ça, mais tu vois, accompagner sur les déplacements s'il y a besoin, encadrer et tout. C'est sûr que c'est super important parce que oui, les JO c'est un super coup de projecteur, mais c'est une fois tous les 4 ans et le reste du temps, des fois c'est un peu la débrouille, quoi. Ouais. J'ai vu dans l'actualité récente qu'au niveau de la fédération d'escrime, en ce moment, il y avait des tensions entre les... Fédé aussi, en ce moment, avec les championnats d'Europe, là, avec des questions... Enfin, oui, il y a des tensions en ce moment, complètement. Et l'athlète, il peut se retrouver très, très isolé, très seul par rapport à des structures, avec des intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est là où on a besoin d'être peut-être soutenu et accompagné, quoi.
Oui, après, même quand, des fois, quand il y a une année qui se passe moins bien que l'autre et qu'on sent, alors peut-être c'est peut-être pas fondé, hein, mais qu'on a l'impression que le fait qu'on perfe moins, les gens s'intéressent moins à nous, que nos fédés s'intéressent moins à nous, que nos partenaires même s'intéressent moins à nous, on peut effectivement se trouver isolé et dire, on va dire les mots, hein, même être en dépression parce que on se sent plus compris en fait. Et c'est vrai que si on a des partenaires, des teams avec lesquels on a noué des vraies relations humaines. Moi, en fait, pour tout vous dire, quand Yoann m'a appelé, j'avais déjà été contactée par une autre marque pour signer avec eux. Ouais. Et en fait, ce qui m'a fait choisir Decathlon, c'est justement parce que Yoann avait pris le temps de m'appeler, ce qui l'intéressait, c'était pas que Nantonin Keita l'athlète, mais Nantonin Keita la femme dans sa globalité, et le fait qu'il y ait une team qui soit constituée d'athlètes venant d'horizons différents. Et je me disais, on va pouvoir construire et écrire une histoire humaine ensemble. Et ça aide d'autant plus quand on est dans des moments un peu down, quoi. Je voulais le passer un peu plus tard, mais je pense que c'est le moment de passer cet extrait documentaire parce que c'est totalement en écho, Nantonin, de ce que tu viens de dire. Joe, c'est le deuxième extrait qu'on s'est mis de côté. Où on voit Nantonin, mais on voit aussi Audrey Tcheméo, la judokate, voilà, qui crève l'écran dans le documentaire. Ouais. C'est une personnalité très très forte, très solaire, qui est très entraînante, qui est incroyable. Et il faut vraiment voir le doc pour comprendre de quoi je parle, mais il y a un petit extrait, là, vous allez voir, que Joe nous a mis de côté. Quand il dit ce nom-là, tu sens la puissance. En tout cas, ma soeur, merci pour ton message que tu m'as envoyé là. J'étais très ému, ça m'a vraiment touché, ça m'a fait plaisir. Une grande sportive et femme comme toi qui m'a donné encouragement avec ses sages paroles. En tout cas, sache que la guerre n'est pas finie. Donc, malheureusement, c'est des personnes qui doivent faire toujours plus que les autres. Problème, on va aller à la guerre jusqu'à la fin. C'est un exemple. J'ai beaucoup tiré de force ton parcours, donc merci pour ce que tu as fait. En tout cas, on est ensemble, Team Decathlon, on va tout éteindre et à la fin, il en sera qu'un. Le team m'a permis aussi de découvrir des athlètes comme Audrey, que j'admirais en fait, parce que c'était une athlète juste dingue et que je sentais que sa personnalité pouvait me plaire. Ça va pas. C'est le plus important. C'est d'inspirer les gens et je pense que ça c'est plus gratifiant qu'autre chose, tu vois. Que l'argent, tout ça, je pense, ouais. C'est ça le plus beau, je trouve. Mais c'est exactement ce que tu disais en fait. Hein, on voit les relations qui se tissent au sein de l'équipe, on sent qu'il y a du soutien. Je me trompe ou Audrey, dans ce groupe, elle joue un rôle assez, je sais pas, il y a de l'énergie, il y a... Audrey, elle déborde d'énergie. Ouais. Elle déborde d'énergie dans ses combats, etc. On le voit aussi. Hein, quand elle rentre sur le tatami, elle met une énergie folle. Oui, Audrey apporte son énergie beaucoup, mais chacun en fait a une énergie un peu différente. On le voit dans le doc, il y a des personnalités plus effacées aussi. Complètement différentes. Mais j'ai l'impression que c'est une histoire aussi de personnalité. Mais moi, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand on m'a contacté pour faire ce film, au début, on m'a dit voilà, on va faire un film sur la team Decat, c'est un grand collectif, c'est comme une famille. Et je me suis dit, mais imagine, ils sont pas du tout proches. Non, mais vraiment, c'est tout. Non, mais parce que, pour être tout à fait honnête, ça peut être un discours un peu corpo, donc de dire voilà, il faut vraiment montrer ça pour la marque. Et en fait, c'est vrai que Yoann, toi, tu as réussi quand même à créer cette cohésion de groupe. Et en choisissant, en fait, tous ces athlètes, c'était aussi des personnalités. Plus que des grands athlètes, c'était des personnalités qui pouvaient matcher ensemble. Et c'est pour ça que ça fonctionne, en fait. Bien sûr. Tu les as choisis aussi en fonction de ça, en te disant, voilà, des individualités qui, au sein d'un collectif, vont pouvoir s'apporter parce que tu les sentais... Non, après, j'avais quand même des objectifs. On appelle ça en entreprise des KPI. Et donc ça, j'avais quand même des objectifs. Objectifs à quel niveau? Il fallait cibler les nouveaux sports quand même. Donc parler à une cible aussi, une jeunesse. Donc avec le skate, le breakdance, l'escalade, qui était une discipline en plein essor. Là, on voit l'escalade indoor, on voit les deux frères Mika et Bassa, le surf, etc. Donc ça, il y avait quand même... Mais également aussi parler avec les sports qui
représente l'olympisme au gros sens du terme. Tu vois, l'aviron avec Laura Tarantola et Claire Beauvais, le para-athlétisme, le tir, le handball, le basket, le volley, ça doit une le expertise, judo. hein, Il y a 21 disciplines. Oui, la gym avec Aline, la natation. En fait, tu avais 21 disciplines différentes pour 33 athlètes. Donc ça aussi, c'est une richesse. Mais ça me vient de Gagny Yalouz, qui a été DTN de l'athlé pendant longtemps, lui qui arrivait d'un sport de combat, qui arrivait de la lutte, et en fait, quand on était avant en athlé, on se regardait tous et on n'était pas du tout un collectif. Et lui, en fait, quand il est arrivé avec son sport de combat, qui était un petit sport, la lutte, il s'est dit, en fait, il faut qu'on apprenne tous à se connaître. On a tous des différences, on a tous une discipline qui est complètement différente, mais qu'on aille un peu voir quelle est la spécificité de la discipline et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter à moi dans ma discipline. Et ça, justement, c'est très important de créer ça. Est-ce que ce souci du collectif, là, est-ce que ça apporte à la performance ? C'est une question qui est soulevée dans le documentaire d'ailleurs. Est-ce que le fait de créer collectif, d'être ensemble, est-ce que ça va venir accompagner C'est un peu ce que tu disais finalement sur Romain. C'est un peu ce que tu disais quand vous êtes allé le voir. Romain, et qu'il a eu une médaille derrière. Enfin, tu vois, je sais pas. Ça transcende. L'année dernière, Audrey, je ne sais pas si tu te souviens, Audrey, on est au Grand Slam de Paris qu'elle remporte. Oui. Elle vient nous voir après son quart de finale. Après, il y a les demi et les finales beaucoup plus tard. Après son quart de finale, elle vient nous voir en tribune en fait. On était là, nous, avec des collaborateurs et quelques athlètes. Il y avait Nanto qui était avec nous et elle vient nous voir complètement. Elle sort de Nanto, tu es toujours en soutien des autres, j'ai l'impression. Elle sort de combat. Mais elle va tout le temps voir les. C'est vrai qu'Antonin, elle est souvent venue sur des compétitions voir les athlètes. Donc le sous-soutien. C'est une grande sœur, c'est la grande sœur du team quand même. C'est la doyenne. Alors je ne l'ai pas fait exprès, mais nous on est en soutien des bacheliers parce que c'est la deuxième personne qui m'en parle. Il y a Furifi qui dit comment ça se fait que tu fais un live aujourd'hui alors qu'après-demain j'ai mon bac de sport et vraiment Et en fait je me rends compte qu'il y a les épreuves de sport du bac qui arrivent et peut-être que ça va vous inspirer un petit peu. Voilà, c'est drôle, je n'ai pas fait exprès. Mais c'est bizarre, tu vois, ce truc-là de partage aussi des sports, je pense que ça peut aider dans sa propre discipline derrière. En fait c'est ça. Ça me fait penser à une anecdote à Antoine Dupont, alors lui qui est numéro 9 au rugby et qui adore regarder pendant des heures des matchs, mais d'autres postes que le sien, pour comprendre comment est-ce que, dans ce sport collectif qu'est le rugby, les différents aspects des différents postes permettent de nourrir, lui, après, son rôle au cœur du jeu. Là, c'est différents sports, différentes disciplines. Il y a des gestes, il y a des manières de se préparer, que toi, tu peux te dire, dans mon sport, il y a un truc qui ressemble et qui peut peut-être m'aider dans la performance derrière. Ouais, c'est un peu ce que disait Yoann par rapport à Gagny, c'est finalement aller voir un petit peu chez l'autre. Qu'est-ce qui fait du bien qui pourrait me servir à moi, ma performance, et moi qu'est-ce que je fais de bien qui pourrait lui servir à sa performance. Et ça, c'est pas forcément des fois dans la technique, tu sais, ça peut être aussi dans comment j'aborde un événement en fait, comment j'arrive, comment je l'aborde, etc. Et c'est vraiment une vraie richesse en fait. Tu parlais de Dupont, donc lui a changé de discipline récemment. Dupont qui fait du 7. Alors il a changé, il continue à faire du 15, mais effectivement il est passé au 7 pour faire les jeux. Le 7 c'est le rugby à 7, c'est le rugby à 7. À 7, voilà. Et en plus de ça, il est arrivé au bon moment puisque là les garçons du 7 ont gagné leur première étape de tournoi mondial et ils ont gagné le circuit mondial il y a 2 semaines. Donc ce qui est assez ouf, c'est la première fois. Enfin, Antoine Dupont, c'est vraiment la gagne partout où il passe, quoi. Et donc là, il va participer au 7 et c'est trop bien parce que ça met en lumière le 7 masculin qui était un peu en retrait par rapport au 7 féminin qui, elle, avait déjà participé au jeu. Et les garçons n'étaient pas au jeu de Tokyo. Donc là, ils vont pouvoir être à Paris et potentiellement une chance de médaille. Collectif au service de l'individu. Et là, c'est Antoine Dupont qui est un peu le plus-plus. Clairement, qui a du coup n'a pas fait le 6 nations avec le 15 cette année parce qu'il avait des obligations avec le 7 et qui décide de... Elle est belle cette histoire, hein. Bien sûr. Et d'ailleurs, il a nourri de nouvelles qualités dans le 15 parce qu'il allait faire du 7. Il a perdu un peu de poids. Tu sens qu'il a une plus grosse densité physique sur sur le grattage, pour ceux qui s'y connaissent un peu en rugby. Donc certains disent que depuis qu'il est passé au 7, ça l'a servi pour le 15. Le grattage, c'est le fait d'aller chercher un ballon dans le... Ah oui, c'est pas le grattage, le tirage. Non, c'est pas parce que je suis un supporter du Stade Toulousain, mais on peut quand même remercier le Stade Toulousain d'avoir mis à disposition Antoine Dupont. D'avoir joué le jeu, parce que dans d'autres sports, pour le coup... Pour le 7, etc. Pour le football, on est en train de voir
c'est Thierry Henry, c'est ça? Qui a dit tout le monde était prêt pour me donner des joueurs, et en fait, c'est en mode maintenant que j'ai fait ma liste, il y a beaucoup moins de gens qui sont chauds de me prêter des joueurs. Il est en train de s'arracher les cheveux, enfin non, pas les cheveux du coup, parce que Thierry Henry. Mais bon, en fait, il se rend compte que oui, les clubs, notamment les grands clubs, jouent pas le jeu. Et pas seulement les grands clubs internationaux, y compris les équipes de Ligue 1, sont pas très chauds pour prêter des joueurs, alors que la prochaine saison se profile, quoi. Mais après, il y a de tels enjeux, même, tu sais, des fois, là, la reprise, déjà, en Ligue 1, elle reprend. Enfin, les joueurs doivent déjà reprendre. Pour moi, c'est la question de certains sports aussi au jeu. Ça, c'est un autre débat encore. Est-ce que le foot au jeu, c'est... Un petit mot pour Anna, mais on en parlait tout à l'heure, mais je voulais te mettre de côté parce que je vais l'oublier. Julien, je découvre Anna, je suis allé jeter un œil à son travail. Ils ont été rapides. Alf War et cicatrice. Magnifique travail. Hâte de voir Alf War, du coup. Ah, bah, c'est très gentil. On en parlera tout à l'heure. Julien, merci de ta question, parce que du coup, on parlera aussi de ça tout à l'heure. Je vous lis un petit peu dans le chat, parce que je vous ai un petit peu oublié. Quand j'ai des invités, je suis très tourné vers les invités. Et j'oublie parfois de lire le chat. Je remercie Joe aussi, qui est la réalisation. Joe, merci pour tout, et notamment pour les petits plans de sport que tu nous mets là. C'est toujours un plaisir. Allez, le chat. L'influence de Dupont sur l'équipe de rugby à 7, me dit Sugar Frog, c'est fou. Antoine Dupont qui fait la une du magazine Têtu par ailleurs. Vu le beau gosse, je comprends. Hein. Je l'ai pas vu la une. Ouais, si, Têtu, c'est un journal, tu sais, donc plutôt LGBTQI+. Tu l'as la une, Joe? Parce que, et donc, il était important tout le travail contre l'homophobie, pour l'inclusion dans le rugby, qui est un sujet. Il y a plusieurs personnes qui en parlent. Bandini, important, une de Têtu, interview dans Têtu, formidable. Et donc c'est très important qu'il se positionne maintenant dans sa carrière, avant les Jeux. Enfin, de toute façon, ça, je l'ai pas vu ça. Très fort. Ouais. Est-ce que dans les modos, si jamais vous avez la une, est-ce que vous pouvez l'envoyer en DM à Joe? On va essayer de la montrer parce que c'est toujours des très belles photos. Dans notre team, on a également Marie Patouillet qui milite beaucoup aussi pour cette cause. Qui fait du paracyclisme. Qui est incroyable. Qui fait du paracyclisme. Sur piste et sur route également. Sur route aussi. Elle a été championne du monde sur route au Canada. D'ailleurs, on peut citer, moi je les ai sous les yeux, les athlètes qu'on voit dans le documentaire, les 11 sur les 33. Donc il y a notamment une grande athlète que je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Nantenin Keïta. Voilà. Vous avez Audrey Choméo, dont on a parlé, la judokate, qui est là, je viens de l'apprendre, n'est pas qualifiée pour les Jeux. Je suis un peu triste pour elle. Romain Canon, qu'on va pouvoir voir aux Jeux. Voilà. Il fera les championnats d'Europe cette semaine à Berne. En Suisse, il fait les championnats d'Europe cette semaine. Avec la nouvelle équipe reconstituée, parce que ils n'ont pas pris Alexandre Bardonnay qui constituait l'équipe. Donc là, ils partent au championnat d'Europe avec Yannick Borel et le reste de l'équipe à Berne. Ça, c'est l'interview d'Antoine Dupont. Merci beaucoup, Joe, contre l'homophobie. Ça, c'est super. Marie Patouillet, on vient d'en parler. Juste pour revenir sur Audrey, elle n'est pas qualifiée parce qu'au judo, les sélections, c'est une personne par nation. Trop dur. Et en fait, le niveau du judo français, il est insane. Voilà, il est super fort. Et ça a été très serré pendant très longtemps, jusqu'à la dernière minute, entre Audrey et sa concurrente. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas sélectionnée, mais du coup, ça n'enlève rien à l'athlète de dingue que c'est. En fait, il y a des sports en France, les fameux sports où on est très très fort au niveau olympique, où c'est très compliqué de... Elle est double médaille olympique, elle a remporté les championnats du monde. Enfin, tu vois, il y a 3-4 KT chez les filles, on peut aller choper une médaille d'or, tu vois. Et tu peux doubler, et je pense que tu vois, c'est tellement dense. Ça doit être dur, non, pour une athlète de ce niveau, justement, de voir échapper la qualification à pas grand-chose. C'est pas joué à grand-chose, c'est vrai. En plus, c'est dur le Ça judo. a été 2 ans de sélection difficile pour elle. Parce que tu es mis en concurrence sur les grands slams, sur les championnats d'Europe, du monde. Tout le temps. Du coup, tu dois te battre en championnat du monde en sachant, et même en championnat d'Europe en te disant, là, je vais affronter ma coéquipière de sélection, mais mon adversaire pour la qualif au jeu. Tu te bats même ensemble tout au long de l'année à l'INSEP, puisque tu es ensemble sur le tatami, etc. Donc il y a Marie Patouillet, on en a parlé, en paracyclisme sur piste. D'ailleurs, dans le documentaire que je vous invite à regarder, documentaire, Marie, elle a des mots justement sur, on pourra en parler d'ailleurs, Nantenin, sur le sport, comment on dit, le parasport, et notamment les discriminations aussi dont les femmes sont victimes dans le sport de haut niveau. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle. Les frères Maweb, ça et Mickaël, donc l'escalade. Voilà, il y avait le suspect dans le documentaire, parce qu'il y en avait un qui était dans le doc, il y en a un qui est qualifié pour les Jeux, et l'autre qui... Mika ne sera pas qualifié. Non. Voilà. Il y a le surfeur Minimaya Bress, Braille plutôt, Antoine Brizard, le champion de volley. Tout à fait, exactement. Nelia Barbosa, kayakiste en e-sport, qu'on a reçu ici.
Ouais, qui était ici. Ouais. Qui a fait vice-championne d'Europe ce week-end en Hongrie. Elle est tellement gentille. Elle est incroyable. C'était une très très bonne rencontre. Franchement, quand on l'avait vue, c'était vraiment chouette. Moi, j'ai eu plaisir à la retrouver dans le documentaire parce que c'est vraiment une personne extraordinaire. Elle est qualifiée pour les Jeux paralympiques. Et Aline, moi je ne connaissais pas, on dit Aline Fries ou Fries? Aline Fries. Fries, jeune gymnaste. Gymnaste, ouais. Assez incroyable aussi. Qui a fait les Jeux Olympiques de Tokyo. Ouais. Qui était peut-être une des juniors de la team. Avec Marion, avec Marion Molu. Ouais. Et tout. Oui, mon Joe. Ah, voilà la une. Le beau gosse. Ouais. Avec ces grosses pommettes là. Ouais. Le beau gosse. T'as pas envie de t'y frotter. Ouais. Puis lui, il a le nez bien droit, pas comme certains en ce moment. Le pauvre. Je sais pas, j'ai vu la une de l'équipe ce matin, avec le visage, le gros plan sur Kylian Mbappé et son nez explosé. Eh ben, elle est dure à soutenir, la une. Elle est bien. Ouais. Là, il a pris cher. Hein. Le petit virage là. D'ailleurs, on est un peu toujours un peu sur l'actu ici. Ce matin, il y avait un gros débat de savoir s'il allait jouer le prochain match contre les Pays-Bas ou pas. Je crois que c'est râpé. C'est râpé, c'est tombé. C'est tombé. Et par contre, il ne se fait pas opérer. Non, c'est pas opéré et du coup, sûrement un masque pour la fin de la compète. D'accord. Donc, a priori, il est forfait sur les Pays-Bas. On n'a pas de chance. Franchement, que ce soit Dupont à la Coupe du Monde de rugby qui avait un masque aussi parce qu'il s'était pété à la pommette, la Mbappé avec le nez, c'est quand même terrible, quoi. C'est assez terrible. Je me permets de prendre une question dans le chat. Bien sûr. Il y a Ludo Impro qui demande le rapport à l'imaginaire et à la pensée positive dans la préparation mentale. Est-ce que vous l'utilisez, vous l'avez utilisé? Est-ce que ça aide beaucoup à se préparer mentalement à une échéance importante? Moi, ça marche pas trop sur moi. Ah ouais? Non mais tu vois, c'est intéressant parce que je vois plein de gens qui en parlent, c'est très à la mode, tu vois, la projection, etc. En fait, la visualisation pour moi ne fonctionne pas. Okay. J'ai travaillé avec un préparateur mental pour Tokyo, sur la fin de préparation de Tokyo. Et en fait, la première chose que je lui ai dit, c'est par contre, je viens travailler avec toi, mais je veux pas que tu me parles de visualisation. Il faut que tu trouves une autre méthode pour me permettre de me sentir bien. Mais la visualisation, pour moi, c'était pas... Pour moi, c'était trop simple, en fait. Voilà. De me dire, imagine-toi, patata. Surtout sur, imagine-toi des choses passées. Oui, mais le passé, c'est le passé. Même si ça m'aide à me construire, mais je l'ai déjà fait, en fait. Moi, ce que je veux, c'est que tu m'aides à refaire quelque chose ou à faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc, moi, je ne suis pas très fan de la visualisation. Après, on est plus, je pense, on est dans la perception, en fait. Dans la perception, dans le ressenti de nos sensations. Chaque jour, un souffle, une foulée, un frottement, un déséquilibre, c'est différent et ça peut t'apporter un indicateur. Le jour d'une course, en fait, je pense, moi, c'était vraiment comme ça. J'étais vraiment dans de la... Je l'avais dit un jour dans l'équipe, dans une... je ne sais pas si tu vas retrouver, mais j'avais dit, mes pieds, c'est mon cerveau. Mais en fait, dès que je venais déposer mon pied au sol et comment était mon pas, je savais comment j'allais être dans ma marche. Tu vois, si j'allais être fluide, etc., combien de temps ça allait mettre du temps à se mettre en place, etc. Le frottement, il y avait plein de choses qui me servaient. Donc j'étais plus, on va dire, dans l'écoute et dans le ressenti que dans la visualisation. Après, c'est tellement personnel, ça. Complètement. Il y en a pour qui ça va super bien marcher. Il y en a qui vont se voir gagner et qui vont gagner. Il y en a qui, c'est vraiment personnel. Moi, j'ai une petite anecdote avec Antoine du team Décathlon, parce que j'avais participé à la Zilan il y a 2 ans. Oui. Et moi, je sais que dans les moments de stress, j'étais absolument dramatique. Mais tu vois, genre, je choquais de fou à chaque fois. La Zilan, c'est une compétition d'e-sport, de jeux vidéo. Oui, exactement. Et en fait, on devait apprendre plusieurs sports, plusieurs jeux. Des dizaines de jeux à apprendre en 1 mois et demi à peu près. Et du coup, je discutais pas mal avec Antoine à ce moment-là. Je lui dis, est-ce que tu n'as pas des trucs sur l'ancrage, tu vois, avoir un petit geste qui te permet de te concentrer, tu te fais conseiller par les meilleurs, toi, ouais, je un message à Antoine, parce qu'Antoine, en fait, Antoine Brizard, donc, qui est membre de l'équipe de France de volley, qui a gagné les JO avec l'équipe de France de volley, regarde pas mal Ponce, il regardait aussi certains de mes streams, et donc on avait discuté par message. Donc je lui avais dit, est-ce que tu as un petit conseil, un petit truc et tout? Et il m'avait donné des très bons conseils sur la respiration, sur un peu de visualisation, mais aussi des petits gestes qui peuvent t'aider à te reconcentrer dans les moments où tu es un petit peu en stress. Et dans le jeu vidéo, c'est la concentration qui compte beaucoup. Et ça m'avait beaucoup aidé, parce qu'on est allé jusqu'au quart de finale de la Zilan cette année-là. Donc franchement, c'était vraiment cool. Je crois qu'Antoine fait du gaming aussi. Ah ouais, il joue beaucoup. C'est un gros joueur, Antoine. Donc c'était... Donc ouais, on avait un peu discuté quart de finale quand même. Ouais, on avait fait quart, avec Berlu et Moment. On avait fait on ne reviendra pas sur le palmarès d'une autre personne de cette table. Oui, tu l'as fait cette année en plus. Oui, moi je suis monté sur le podium du bas. Donc, j'ai médaille bronze en partant du bas. Ça veut dire que je ne suis pas dernier, je suis avant-dernier.
Ce qui, vu mon niveau sur le jeu vidéo, est assez... Voilà. Samuel 3e. En partant du bas. Alors 191e sur 194. Ah, il y a Joe qui met le classement général. Oh, ça, c'est vraiment très dur. 194, Voilà. Tu sais les moments de stress, de panique dont tu parlais, je les ai sentis. Et tu fais des trucs que tu fais pas quand tu es chez toi, tu tentes des choses, mais pourquoi tu fais ça, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envoyé un message à Antoine. Mais c'est vrai que dans le sport, ça peut aussi arriver. Hein. Enfin, sur une finale où tu vas passer complètement à côté parce que le stress te Ça t'est arrivé, toi? Ouais. Ça m'est arrivé à Londres sur mon 400 mètres, où je suis arrivée en fait en ayant peu d'entraînement. Je m'étais entraînée 6 ou 7 mois avant Londres. Et avant de partir au jeu, une semaine avant, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive plus à marcher. Je suis en béquille. J'arrive au jeu en boitant. Et sur mon 400 mètres, en fait, pris par le stress, je pars à balle. Mais voilà, et pouf, j'explose. Et je finis, je crois, 4 ou 5e, mais parce qu'en fait, j'étais plus du tout lucide en fait, dans mon 400, j'étais pas concentrée sur ce que j'avais appris et ce que je devais faire. Je voulais créer quelque chose de nouveau. Alors des fois, ça marche, mais là, en tout cas, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai pas mis les choses en ordre. Il y a eu plein. Moi aussi, c'est drôle parce que quand tu as dit je ne m'étais pas beaucoup entraîné, il y a eu 6-7 mois d'entraînement. Et sur le coup, je me suis dit, c'est quand même une illustration du haut niveau. C'est-à-dire, considérer que 6-7 mois d'entraînement intensif, c'est pas beaucoup. Il y a plein de gens dans le chat qui réagissent là-dessus en disant, 6-7 mois d'entraînement, c'est pas beaucoup. Ça montre quand même l'investissement de fou. Quoi. Ou des fois, même des fois, dans une saison, on est pris par une blessure, ou, etc. Et on adapte aussi après l'entraînement. Et quand on va se connaître, tu vois, moi, quand j'ai été champion du monde à Londres en 2017, je me suis cassé 2 fois des côtes, une fois au mois de février et une autre fois au mois d'avril, donc vraiment la poisse. Et puis j'ai fait un autre sport, beaucoup de vélo, rester sur home trainer, mais à faire des séances le matin de 2-3 heures le matin, 1 heure l'après-midi, etc. Et puis une fois que j'ai remis les chaussures, j'avais pas perdu tant que ça en fait, et j'étais frais et dispo pour partir en fait sur la compétition, et j'ai remporté ces championnats du monde donc avec une préparation complètement différente. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux en général, on les prépare sur 3 ans quoi. Donc 7 mois d'entraînement, c'est vraiment pas beaucoup. Et là par exemple, donc les Jeux paralympiques arrivent là, et je suppose que tu te projettes déjà sur tes courses, le 400, peut-être le 100 mètres, on en parlait. Et tu disais, moi ce que j'aime bien aussi, c'est créer des choses nouvelles. Est-ce que là, tu penses déjà à ta gestion de course, Non, pas maintenant. C'est trop tôt. Ouais, parce que déjà, je me suis beaucoup blessée depuis 2018. J'ai eu pas mal de galères. Donc là, je me suis reblessée en avril. Et du coup, là, on part sur une grosse phase de travail. Là, j'ai eu ma sélection l'année dernière au championnat du monde, mais il y avait encore des étapes à valider. Là, j'ai validé la dernière étape. Et là, pour le moment, c'est de l'entraînement. La tactique de course va se construire petit à petit et s'affiner aussi jusque la veille de la course, parce que tu cours aussi en fonction de tes concurrentes. Donc, en fonction de la série, mes entraîneurs vont me dire là, il faut que tu fasses ça, si tu veux aussi amener tes concurrentes à la faute. Et là, on retrouve l'importance du collectif, finalement, avec les conseils des entraîneurs. Clairement, moi, si je gagne à Rio, je suis entraînée, mais si je gagne à Rio, c'est parce que j'ai mon entraîneur qui est là, mes entraîneurs, parce que j'ai mon entraîneur du quotidien, et au jeu, j'avais l'entraîneur fédéral. J'ai Marie-Amélie Le Fur qui était ma collègue de chambre et qui est mon amie. Sympa. Et du coup, avec laquelle on a vécu en fait cette Paralympiade ensemble et on s'est supporté l'une l'autre et ça fonctionne en fait. Le soir, quand on dormait, on s'endormait en se disant des phrases positives et en se disant on va le faire. Parce que voilà, elle avait ses objectifs, moi j'avais les miens. Et on avait un objectif commun qui était toutes les deux de réussir en fait. Donc c'est la chambrée, c'est important la chambrée. C'est super important. On est là au jeu par exemple. On partage son logement avec combien d'athlètes? C'est des appartements. Souvent c'est des appartements et tu peux avoir 2 ou 3 chambres dans l'appartement. Tu sais déjà avec qui tu vas être ou pas? Dans ma chambre directe? Oui, je veux dire non. Dans l'appartement? Oui. Dans l'appartement, non, je ne sais pas, parce que là, on va savoir, nous, en para-athlétisme, le nombre de places qui est octroyé à la France. Et on devrait être peut-être... En tout cas, il y a 10 filles qui ont fait les minima requis pour pouvoir aller aux Jeux.
Moi, je sais que dans ma chambre directe, je sais qui j'aimerais avoir dans ma chambre directe, ça c'est sûr. On peut faire des souhaits? On peut faire des vœux? Oui, il vaut mieux. Ouais, on peut Parce demander. que s'ils nous mettent avec quelqu'un avec laquelle on ne s'entend pas, ça peut être un peu compliqué. Quoi. Comme Donc, qui, par exemple? C'est le mec. que j'aime. Non, il n'y a personne que j'aime pas. Donc, on peut émettre des souhaits. Oui. Restons On peut surtout choisir, pas émettre des souhaits, choisir. En fait, il y a des chambres qui sont proposées et après, chacun se débrouille. On s'est plutôt bien fait. Oui. Revenons aux Jeux paralympiques. D'abord, pour vous dire que Nantenin m'avait prévenu. C'est moi ça? Pourquoi je suis là, moi? C'est toi aux Jeux paralympiques? Waouh. Ah, t'as trouvé une vieille vidéo Ouais, parce qu'à une époque, avant de découvrir le jeu vidéo, je faisais beaucoup de courses à pied et de triathlon. Donc ça, c'est des images de ma vie d'avant. Maintenant, je suis derrière mon clavier toute la nuit. Du coup, j'ai pris un peu de bedou. Restons sur les Jeux paralympiques. Il faut savoir que Nantenin m'avait dit avant le stream, Samuel, si tu oublies de parler des Jeux paralympiques, je te fais une clé de bras et je m'occupe de toi direct. Et je serai là pour te le rappeler. Alors, heureusement, tu n'as pas besoin, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. On parle beaucoup d'insertion des personnes en situation de handicap sur ce stream. Inclusion. Pourquoi insertion? Inclusion. Je préfère. Après, c'est pas insertion, c'est inclusion. Alors, ça se passe sur plein de secteurs, d'ailleurs à l'école, bien sûr. Alors, doucement, on progresse en France, doucement. Il y a des progrès au niveau scolaire, par exemple, mais qui sont insuffisants. Dans le monde du travail, bien sûr, l'inclusion qui progresse, mais doucement, voilà. Dans les transports, et là, peut-être que ça progresse, mais je trouve que ça progresse vraiment trop doucement. Il suffit de prendre l'exemple d'une ville comme Paris pour voir que c'est quand même problématique. Après, c'est vrai que c'est problématique sur les transports, excuse-moi, je te coupe. Ouais, mais c'est important, je veux bien que tu m'en parles. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que depuis plusieurs années, on ne s'intéresse pas que au handicap physique. C'est l'adaptation. Oui. Ne concerne pas que les personnes à mobilité réduite. Je comprends ce que tu veux dire. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que pendant très longtemps, on disait mais si telle station est adaptée. Oui, elle est adaptée pour 3% des personnes en situation de handicap. Et tous les autres étaient mis de côté. Et là, on voit que c'est adapté pour les personnes malentendantes, c'est adapté pour les personnes malvoyantes, pour les personnes même qui vont avoir un trouble 10. Enfin, et ça, je trouve que c'est quand même une belle avancée. Ça commence à faire son apparition en France? Oui. Au niveau des transports. Ouais. Quelqu'un dans le chat me dit ça dépend beaucoup des villes. Aussi. Ça dépend beaucoup des villes. Toi, ton handicap, c'est au niveau visuel? Oui. C'est ça? Oui. Il se caractérise comment? Alors, c'est assez difficile de l'expliquer parce que, alors si je veux faire vraiment simple, c'est comme si j'avais une très très grosse myopie qu'on ne pouvait pas corriger. Okay. Donc en gros, au-delà de 2 mètres, je vois plus. Là, par exemple, ton écran, je le vois pas. Enfin, je vois du blanc et du noir. Et quand on te voit courir, en fait... Moi, j'ai vu certaines de tes courses. C'est vrai que c'est... À aucun moment, on a l'impression que tu es gêné visuellement. Comment tu arrives à compenser? Je peux te dire qu'à la fin de ma course, je ne vois plus rien. Comment tu fais ça? Moi, je trouve ça surréaliste. Quand tu me dis, en gros, je vois pas à 2 mètres, et quand je vois tes courses à 400 mètres, il y a des lignes en plus. Il y a des lignes à respecter. Concrètement, comment tu fais? Après, j'ai la chance de bien voir les contrastes de couleurs. D'accord. Donc, par exemple, les pistes, elles sont en général rouges ou bleues, et il y a des couloirs qui sont tracés en blanc. Et ça me permet de me repérer à peu près sur la piste. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est que plus je vais aller vite, moins je vais voir. Plus je vais être fatiguée, moins je vais voir. S'il y a trop de soleil, c'est compliqué. S'il n'y a pas assez de soleil, c'est compliqué. Si la piste est mouillée, c'est compliqué. Donc, et s'il y a un environnement qui est un peu brouillon, je ne sais pas comment expliquer, si ça cogite un peu partout, si ça bouge un peu partout. Dans un stade, par exemple, avec du monde, par exemple. Mais en fait, comme ils sont loin... Panoptique, etc. Voilà, ça peut... Par exemple, à l'INSEP, quand il y a beaucoup de monde dans la halle, l'INSEP, c'est mon lieu d'entraînement, quand il y a beaucoup de monde dans la halle, pour moi, c'est hyper compliqué parce que moi, j'écoute beaucoup. Et je vois avec mes oreilles, en fait. Et quand il y a énormément de personnes, ça brouille, en fait, tout mon ressenti. Et sur la piste violette... justement, le chat en parle, tu as raison... Théo, là il y a une piste d'athlétisme qui a une couleur particulière, c'est ça? Pour le Stade de France, elle est violette. Elle est violette, ouais. Donc est-ce que tu t'es déjà posé la question sur comment tu gères cette piste violette là? Je sais, non. Mais en fait, elle est violette avec des lignes tracées en blanc. Donc ça devrait aller. Donc ça devrait aller. Anna a essayé d'ailleurs de le retranscrire en images dans son film, un peu la perception c'est vrai qu'on avait l'acuité visuelle de Nanto. En fait, on s'était posé la question avec le chef opérateur sur en fait peut-être faire une séquence pour montrer la vision de Nantenin. Et donc on s'était appelé, je me souviens, tu m'avais dit mais je ne peux pas t'expliquer, ça va être trop dur de le faire. Bah oui. Et on avait trouvé un objectif, une sorte d'objectif qui ramène vraiment du flou à l'image. Et on essayait de courir aussi vite que Nantenin avec la caméra pour pouvoir un peu retranscrire tout ça. Mais... C'est toi qui as couru?
Pas du tout. Absolument pas. Mais non, mais c'était très drôle d'ailleurs ces plans-là, parce qu'en fait, maintenant, elle regardait le chef opérateur, elle disait, bah, dis donc, t'es pas prêt d'être champion, toi. Quoi. C'est vraiment, il était avec la caméra de 40 tonnes. Et non, mais c'était un parti pris qu'on a fait pour personne d'autre, en fait, dans le film. Voilà. Est-ce qu'un pays comme la France fait mieux aujourd'hui qu'il n'a fait pour les para-athlètes, pour le parasport? Ah bah complètement. Oui. Oui, honnêtement. Toi, ces progrès, tu les vois, tu les as vus? Moi, je les ai vus. Moi, j'ai commencé aux Jeux de Pékin. Alors, déjà, sur les Jeux d'Athènes, moi, j'y étais pas, mais sur les Jeux d'Athènes, ce qu'il faut savoir, c'est que les primes à la médaille n'étaient pas les mêmes entre les Olympiques et les Paralympiques. Les Olympiques, je ne sais plus exactement, je ne sais pas si tu te rappelles, mais en tout cas, c'était. Si les Olympiques c'était 50 000, les Paralympiques c'était 5 000 la médaille d'or. Okay. Donc déjà, il y avait une grosse différence là-dessus. À partir de Pékin, les médailles, les primes à la médaille ont été les mêmes. Mais même en termes de reconnaissance, alors il y a encore beaucoup à faire, hein, ça je ne le dis pas, mais il faut quand même noter, moi je vois de Pékin à Paris aujourd'hui, il y a une belle évolution. On est là, tu as une Elia que tu as accueillie, enfin, voilà, on est vraiment inclus dans le visage, on va dire, des sportifs, et ça c'est quand même assez chouette. Et je pense que le fait que Londres ait fait un gros pas sur les Jeux paralympiques en 2012, bah, ça a beaucoup aidé. Et là, le fait qu'on ait les Jeux à la maison, bah, finalement... obligé, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, ils ne peuvent plus faire sans les Paralympiques. Parce qu'on ramène énormément de médailles, parce qu'on a des histoires à raconter, parce que humainement, on a des choses à partager, on a des valeurs, et qu'on est des sportifs de haut niveau, tout simplement, en fait. Donc c'est très difficile de faire sans nous. Oui, et puis ça permet aussi d'ouvrir pour... c'est un héritage aussi, c'est l'héritage que se doit Paris 2024, et ça permet aussi d'ouvrir... le champ des possibles à des enfants, à des personnes en situation de handicap qui se sentent des fois isolées. Et là, ils peuvent peut-être se dire, bah non, finalement, pourquoi j'y arriverai pas? Parce que là, tu y es arrivé, toi tu y arrives. Donc, on a mis des choses en place. Donc, c'est bien de pouvoir, en tout cas, capitaliser sur Paris 2024, en tout cas, et de continuer, voilà, poursuivre sur cette lancée. C'est sûr que tout n'est pas parfait, mais en tout cas, il y a quand même de belles avancées. Comme tu le dis, Londres a vraiment mis un gros coup d'accélérateur, vraiment pour ceux qui étaient aux Jeux Olympiques et nous, Paralympiques citoyens, de Londres. on a aussi un rôle à jouer, parce que, bien sûr. par exemple, sur les places à prendre, à acheter pour les Jeux Paralympiques, sur les audiences des programmes qui vont être proposés. Il y a beaucoup de choses à faire encore, énormément. Si citoyennement, nous, on s'intéresse plus, si on regarde, si on se déplace, si on va voir, ça bénéficiera aussi au sport paralympique. Après, j'ai envie de dire que c'est au-delà même du côté citoyen. Aller voir, pour moi c'est pas un acte citoyen d'aller aux Jeux paralympiques, parce que tu vas aux Jeux paralympiques, c'est pas la BA en fait, c'est plus ça que je veux dire. Tu vas mais en fait c'est ça, tu vas voir de la performance. Oui, moi quand je te vois courir, je trouve ça très beau. Oui, tu vas voir de la performance, tu vas voir du sport, tu vas voir des athlètes réussir, échouer, tu vas supporter des Français, parce qu'on va être beaucoup quand même, et tu participes à quelque chose d'historique quand même, parce que là, ça va être les premiers Jeux paralympiques d'été organisés en France. Oui. Donc c'est quand même un truc de dingue. Et les places, en plus, ne sont pas très chères. Quand tu payes 25 € pour aller voir une finale paralympique, peu importe le sport, eh bien, ça vaut le coup quand même. Et dans le paralympique, tu vas avoir des sports que tu n'as pas en olympique. Et ça, je trouve que c'est aussi notre valeur ajoutée. Donc voilà. Je crois qu'il reste des places un petit peu. Il en reste beaucoup. Je crois qu'il en reste. C'est sûr qu'il en reste. Mais tu vois, ce qui est chouette, je trouve qu'on passe un peu aussi le pas de. Avant, on regardait les Jeux para parce que il y avait des belles histoires, parce que tu vois. Alors que là, maintenant, on parle plus il y a de la performance. Il y a de la performance sur les Jeux para. Et donc, je trouve que, tu vois, moi, en tant que spectateur, je fais plus de shift sur les 2 dernières Olympiades que aussi avant. Moi, j'avais une autre question par rapport à ta catégorie, parce que c'est aussi une question qui se pose beaucoup sur les paras, c'est les catégories, parce que tu as ceux qui sont malvoyants, ceux qui sont non-voyants complètement. Du coup, toi, comment est-ce que dans ta catégorie, on choisit, comment est-ce qu'on qualifie les personnes dans ta catégorie? En fait, il y a des médecins ophtalmos qui nous font passer des tests. On passe aussi des tests à l'hôpital. Et après, ils nous font passer des tests de vision. Et moi, dans ma catégorie, il faut voir entre 1/20 et 1/10. Voilà. Ceux qui voient plus d'1/10, ils ne sont pas éligibles. Et ceux qui voient moins de 1/20, ils sont dans la catégorie en dessous. Donc la catégorie intermédiaire. Parce qu'il y a 3 catégories chez la déficience visuelle. Il y a les non-voyants, il y a les malvoyants, ce qu'ils appellent profonds, et ensuite il y a les malvoyants, et ma catégorie, la dernière, la T13. Et en fait, la catégorie intermédiaire a le choix de courir ou pas avec un guide.
Donc une personne qui va courir avec elle. Et les non-voyants, ils n'ont pas le choix, sinon ça ferait des strikes. Voilà. Donc voilà. J'ai fait ça, moi j'ai accompagné, j'ai fait une expérience pour un tournage où je courais, où j'étais le guide. Moi aussi, j'ai testé, mais en étant guidé. Oui, et c'est incroyable comme sensation de devoir coordonner ton corps avec avec qui tu es au niveau des c'est super comme expérience. Trouver des repères, c'est très fort. Complètement d'autres repères qu'il faut que tu ailles rechercher. Mais les frères. Et c'est aussi un moment de partage qui est vraiment très 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 fort. Mika et Bassa, leur salle d'escalade, c'est pas pour faire de la pub pour leur salle d'escalade, mais ils essayent de l'adapter également. Ils sont en train de faire toutes les adaptations pour qu'un athlète en situation de handicap à Colmar, puisse aller grimper comme un athlète. Et d'ailleurs, Nanto y est allé et allé s'essayer à l'escalade de vitesse avec Bassa. De vitesse, l'escalade. Mais c'était génial, et c'est vrai que c'est ça aussi quand tu disais on est tous acteurs finalement de l'inclusion et du sport pour tous. Quand je vois moi des frères Mawem qui dans leur salle d'escalade tentent de mettre en place des choses pour que des personnes à mobilité réduite ou qui ont plus de force dans leurs jambes puissent quand même grimper et leur offrir cette expérience-là. Moi, je trouve ça génial, en fait. Et oui, on a tous un rôle à jouer dans l'inclusion des personnes en situation de handicap, que ce soit dans le sport, dans le monde du travail et dans l'école. En tout cas, il y a Antoine dans le chat qui est allé prendre des places, là, qu'on a convaincu, voilà. et qui allait prendre ses places. Ouais. Moi, mon épouse, elle m'a dit ça aussi. Elle m'a dit, parce que nous, on sera à Paris pour les Jeux, du coup. Et elle m'a dit, tiens, est-ce que... Moi, j'aime bien le sport à la télé, parce que je trouve qu'on voit mieux, enfin bref. On voit mieux, mais on ne vit pas la même ambiance. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, je ne suis pas un grand... spectateur, je vais rarement en physique, en présentiel, c'est un univers que je connais assez mal. Mais là, par exemple, elle m'a dit, tiens, on devrait aller voir les Jeux paralympiques, donc on va se renseigner, mais s'il reste des places, tant mieux. Je vais aller voir ça. Je surveille l'heure aussi, parce que on approche doucement, ça, il nous reste encore un petit peu de temps, parce que je vois aussi qu'on parle du documentaire. On a vu 2 extraits, on a vu un extrait au début, qui présente un peu l'ambiance, on a vu l'extrait aussi où on te voit avec Audrey, moment un peu fort. Il y a un autre moment, toi, que on peut peut-être essayer de retrouver, d'ailleurs, un moment que tu as dans ton documentaire, que vous pouvez voir en tapant pour l'exclamation docu ou documentaire dans le chat, et hop, vous avez le lien, c'est sur France Télévisions. Il y a un moment qui est un moment un peu préféré pour toi ou pas? Ouais, la fin en fait. Mais bon, ça après peut-être... vraiment la fin? Ouais, la toute dernière... Je vais essayer de la caler. C'est quelle séquence en fait? C'est vraiment, je pense, alors je n'ai pas le timing exact, mais je pense que ça doit être... en fait, quand ils parlent tous de ce que veut dire la famille pour eux. Quand ils sont autour de la table au moment du repas? Non, c'est vraiment la dernière séquence. Oui, c'est la dernière séquence. Où si tu me montres, j'arriverai à Joe va nous caler ça, parce que j'aimerais bien qu'on regarde encore un extrait, ce qui va permettre de parler aussi de la façon dont... Ouais, c'est un peu avant ça, exactement. Avant? Merci Joe, voilà, super. Un peu avant, ouais. Non, un peu après, pardon. C'est un stream de précision, on règle un frame. Ça, c'est le jeune gymnaste dont je parlais tout à l'heure. Encore un peu. Là, c'est la... Ouais, voilà. Je pense que là, ça va. Bon, peut-être sur la petite extrait, vous en pensez quoi? On fait ça? Allez. J'espère qu'on va pas pleurer. Je suis obligé de faire comme ça. T'inquiète, Joe, prends ton temps. Là, c'est un peu improvisé. Plus différentes et plus ça crée de la cohésion. Une famille, ce sont des personnes qui se soutiennent, qui s'accompagnent. Voilà. Ils s'entraident, ils sont présents à n'importe quel moment. Surtout, tout le temps, quoi. Ce qu'on souffle, tu vois. Ce qui permet de me maintenir en condition à chaque fois. On va dire c'est mon oxygène, on va dire. C'est apporter son soutien, être tolérant, et puis transmettre quand on peut transmettre, en fait. Pour moi, une famille, c'est des gens avec qui on est soudés, avec qui on se pose pas de questions. Avec qui on part à l'aventure aussi. C'est un peu comme des amis en fait, parce que moi mes amis c'est ma famille aussi. Tu fais famille en créant ta famille? Pour moi c'est un engagement choisi. Peu importe le tremblement de terre ou la tempête qui peut te passer dessus, tu finiras forcément par te relever avec ces gens-là et t'avanceras. Pour moi une famille c'est comme un arbre. T'es sur l'arbre. Pour grimper, t'as des branches. Des fois, tu grimpes et tu vas t'aider des branches les unes des autres pour grimper là où tu veux aller. Des fois, t'as envie de t'asseoir et de rien faire, tu te poses sur une branche.
Des fois, tu tombes un petit peu, mais tu peux te rattraper avec la branche en dessous. Et des fois, une famille, ça pique. Comme un arbre et des branches, en fait, ça peut aller dans tous les sens, mais il y a toujours un tronc commun qui fait que quoi qu'il en soit, vous êtes toujours reliés d'une manière ou d'une autre. Voilà, ou si quelqu'un achetait des oignons. Voilà. Je suis content d'avoir posé la question parce que cette séquence, elle est magnifique. Voilà. Et la métaphore de l'arbre, à chaque fois, et l'illustration, en fait. On me donne envie de pleurer, moi. C'est magnifique. Et la conclusion de Nanto, là, à la fin, c'est... Enfin, voilà, ça a été vraiment... Enfin, c'était magnifique, quoi. Je suis trop contente d'avoir posé cette question qui est en fait assez simple, en fait, qui était vraiment... c'est quoi une famille pour toi, quoi? Et c'est venu après, je pense, 2 heures d'interview où ils s'en pouvaient plus. Elle vous a maltraité? Moi, j'avais tellement froid. C'était long? C'était au mois de novembre à Charletti. J'en pouvais plus, j'avais trop froid. Heureusement que l'équipe était cool parce que franchement, franchement, j'en pouvais plus. Parce que pourquoi? Parce que pour un moment arriver à certains mots, il faut un peu de temps d'échange avec l'athlète, en fait, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que comme moi, j'avais vraiment pas beaucoup de temps en fait avec eux. Je leur avais très peu parlé avant. T'es journaliste, tu vois comment ça se passe. Faut quand même un petit peu faire un gros travail d'enquête avant d'interviewer des gens. Et donc en fait, je me suis sécurisée avec ces interviews en me disant que ça allait être une discussion pour pas penser en fait des questions un peu toutes faites. Et d'ailleurs, on en a ri en fait avec certains athlètes et même avec toi, je me souviens, parce qu'il y a des questions qu'on leur pose tout le temps. Enfin, les mêmes, c'est quand est-ce que tu as commencé, pourquoi, pour qui, etc. Donc, toutes les questions que j'ai posées ce soir. Non. Voilà, et que j'ai posées aussi, donc tu vois, comme quoi, voilà. Et un documentaire comme celui-ci, combien de temps ça prend de préparation, de tournage? Là, c'était assez speed quand même. Enfin, on a commencé à écrire en août dernier. Et on est parti en tournage. À partir de début novembre. Ouais, début novembre. Mais il y a eu, en fait, pendant tous ces moments en fait d'écriture, il y a eu le choix des athlètes, le choix des destinations. La négociation des voyages. Est-ce qu'on va à Tahiti? Est-ce qu'on va à Tahiti? On va à Tahiti, etc. Non, en fait, il y a eu quand même 2-3 mois pour que tout le monde s'accorde en fait sur ce qu'on voulait dire et quels athlètes allaient incarner ça en fait. On a tourné entre novembre et février, donc pour 11 athlètes, c'était quand même un rythme assez soutenu, dense quoi. À quel point est-ce que tu écris avant et tu adaptes aussi évidemment en fonction de ce que te donnent les athlètes aussi, tu vois, parce que tu vas, j'imagine, avec des idées, puis en fait tu te rends compte que y a un truc, une phrase, une discussion qui t'emmène sur un truc que tu n'avais pas prévu, anticipé. En fait, après c'est, moi c'est la première fois que je réalisais un documentaire aussi écrit. C'est-à-dire que toutes les séquences qu'on voulait tourner étaient écrites, calibrées, on savait à quelle heure on allait le faire. Alors que moi, je viens plutôt d'une école documentaire où on va filmer pendant des mois, concevoir des histoires au montage, etc. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit, mais en fait, je veux que travailler comme ça maintenant. Et non, la seule chose que je maîtrisais pas finalement, c'est ce qu'on allait se dire en interview. Mais c'est pas l'exercice où je suis le moins moins forte, Donc ça allait. Et puis surtout, en fait, j'ai rencontré des athlètes trop sympas, quoi. Enfin, c'est vraiment. Non, mais c'est vrai, vous étiez tous super gentils. Tu dis pas parce qu'ils sont là. Ah ben si, c'est sûr, évidemment. Non. Parfois, on a répondu on s'est adapté à la personne qui avait en face de nous. Non, mais vraiment, tout le monde était très bienveillant, quoi. Il n'y avait pas. Moi, j'avais une image, en fait, des athlètes de haut niveau comme des footballeurs, en fait. C'est horrible, mais pourtant, j'adore le foot, je regarde beaucoup de foot. Qu'est-ce que tu entends par là? Non, mais je les voyais comme des énormes stars à qui on ne pouvait pas parler plus de 30 secondes, qui avaient des... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Là, je voyais des gens qui me ressemblaient. C'était un peu comme moi. Ouais, et puis après, ça a été
ça a aussi été un travail parce qu'on a aussi apporté le projet aux athlètes. C'est comme le team athlète. C'est En ça. fait, ce documentaire, ça a été un peu pareil. On a apporté le projet, on a expliqué le projet, pourquoi on voulait ce projet et est-ce que tu adhères ou pas aussi en fait, au c'est projet. vrai. Ça a aussi Bien été. sûr. On a aussi parlé à chaque athlète, etc. Et l'alchimie Non, aussi. et puis c'est toi aussi dans le c'est créé choix aussi comme des ça, quoi. personnes que tu as. Bien Enfin, sûr. c'est un peu ce que tu m'as dit aussi en interview où tu me disais, moi en fait, évidemment, il y a le parcours, l'originalité du parcours, la performance, mais il y a le côté humain, quoi. Donc, c'était. Moi, et ça se ressent. Les séquences qui m'ont le plus, c'est les séquences du repas. Parce que je suis gourmand, mais aussi parce qu'en fait, je C'était trouvais- très bon d'ailleurs. il y avait des moments vraiment très touchants, très forts, où on voit que finalement chacun est très curieux aussi de la parole de l'autre, parce qu'il sent que dans cette parole, il peut y avoir un soutien, un conseil, une compréhension de ce que les athlètes vivent. Mais là, c'était très drôle pour ce repas, justement, parce que, en fait, moi, je m'étais dit, on va rythmer le repas, on va faire des sujets de conversation. J'ai essayé de faire ça pendant 4 minutes. Et c'est-à-dire qu'ils m'ont tous regardé en disant, tu vas me laisser bouffer maintenant. C'est super bon, on va le faire. Non, et en fait, ça a été un casse-tête en montage parce qu'ils parlaient tous en même temps. La bouche pleine. Et en fait, je me suis dit, mais faut l'assumer en fait, faut aller au bout de ce truc parce que c'est comme ça un dîner en famille. C'est en fait tout le monde se coupe la parole, tout le monde. Mais non, j'ai essayé et à tel point que Johan à un moment je lui dis peut-être on pourrait parler de qualification des Jeux Olympiques. Il me dit pas du tout. Il se retourne. On va finir le repas et on verra plus tard, d'accord. Et d'ailleurs, en tant qu'athlète, ancien athlète, quelle question vous détestez qu'on vous pose ou qu'on vous a posé des questions où on se c'est dit- une bonne question ça. Les tips. Johan, pour commencer. Pour le futur, pour moi, au cas où j'en ai Ouais, c'est une bonne question ça. Moi, ça, c'est vraiment la question toute faite de journaliste. La question. En fait, qui m'ont déjà été posées, où le journaliste, je pense qu'il se rappelle de moi. C'était à la fin de mon 400, je pense que ça devait être à Londres, où je finis 4e ou 5e, donc super déçue. Et le journaliste, il me demande, t'es déçu? Non, connard. Ok. Je lui dis, mais vous avez d'autres questions aussi connes? Tu l'as bien fait. Je lui ai dit, clairement, je lui ai dit. Et c'est marrant parce que 2 jours après, je fais le 100 mètres et je fais une médaille de bronze au 100 mètres et je le revois. Et il me regarde un peu fébrile. Vous êtes contente? C'est ça, exactement. Ouais. Et là, dernièrement, c'était à Charletti, là, un meeting international. Je finis mon 400, très fatiguée, je l'admets. Et le journaliste me dit... Le même toujours? Non. Il est de retour. Et le journaliste me dit mais je comprends pas, pourquoi vous êtes toujours fatigué à la fin de votre 400? Ah ouais. Parce que c'est. Il a le pif celui-là. Est-ce que vous avez déjà couru un 400? Non, je lui ai dit en fait, allez courir un 400 et vous aurez votre réponse. Ouais, c'est Donc, clair. Le journaliste, c'est une activité humaine. C'était mignon un peu. Mais, faillible. mais le premier, il m'avait un petit peu agacé, je dois admettre. J'avoue la Moi, il y a question. 2 choses des fois qui peuvent m'agacer. C'était la veille d'une course où on vient de dire bon alors, c'est bon, t'es prêt? Normalement. Bon alors, c'est bon, t'es prêt? Ouais. Puis alors souvent, ou des fois, ça peut être dans des encouragements aussi. Tu sais, t'es pas premier ou t'es même pas dans ta course et t'as pratiquement fini et t'as les gars sur le côté où les personnes, ils sont là, ils se disent bon allez, faut y aller maintenant. Là, tu te dis ouais, faut y aller maintenant. Des fois, Alors, je vais m'arrêter, tu puis je vais sors vous des taper trucs, surtout. je dis ouais, parce que j'y vais pas, là, c'était assez Et terrible. pour la C'était petite assez terrible. anecdote, chaque destination où on est allé, quelqu'un reconnaissait Johan. Ah bah oui. Mais chaque destination, ouais, c'est-à-dire même dans m'étonnes. le fin fond de Tahiti, Polynésie, mais vraiment de la Polynésie, il y a un type qui dit « Toi, t'es le marcheur !» et tout. Le champion de Tirogue Ouais, de c'est la ça. Polynésie. Non, mais c'est ouais. excellent. Une Après, star mondiale, quoi. Mais c'est vrai que Johan, il a fait découvrir la marche finalement. Il a rendu la marche athlétique intéressante et belle, si je peux m'exprimer un peu comme ça. C'est vraiment ça. En fait, personne ne s'intéressait à la marche avant Johan. Puis je crois qu'il y a un truc avec Johan, les moments où on te regardait, c'est à quel point tu allais au bout des choses et à quel point tu allais au bout de toi-même. Et on se disait, mais. C'est ça qui touchait les gens. En fait, moi, j'avoue que c'est là ce qui m'a scotché. C'est-à-dire que la marche, moi, je regardais ça vraiment que quand il y avait toi pour les championnats d'Europe, championnats du monde, championnats olympiques. Et ces moments où vraiment il y avait ce côté très humble, mais où tu montrais une force de caractère sur 50 km en allant vite, en t'accrochant jusqu'au bout. Et je pense que c'est ça, moi qui m'a touché, je pense qu'il a touché tellement de gens
tellement de gens. Et du coup, quand tu deviens champion du monde, quand tu bats le record du monde, etc. Enfin, moi, moi, j'arrivais vraiment à beaucoup m'identifier à toi, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Je pense que beaucoup de monde, et puis après, se sont identifiés un peu à ça, à une forme de résilience dans un sport simple, en fait, avec, que tout le monde peut pratiquer. Ouais, il y avait un peu ce truc-là. Essayer de mettre des valeurs communes un peu à tout le monde, quoi, de résilience, d'aller au bout de soi-même, de ne pas tricher. Je pense que j'ai jamais triché, je suis tout le temps allé au bout, mais au bout de ce que je pouvais faire, quoi. Est-ce qu'il y a des fois où tu es allé trop loin aussi ? Ouais, bien sûr. Rio, je suis allé beaucoup trop loin, mais c'est ce qui m'a permis d'être champion du monde l'année suivante. Rio, je finis à l'hôpital, on ne refait pas l'histoire. D'ailleurs, 2 semaines après, je suis invité en Chine pour aller faire un espèce de tour de Shanghai. Je dis, bon, allez, j'y vais, j'ai récupéré, tu parles. Il y a un jour, je devais faire 15 km. Je finis avant-dernier de la course, mais avant-dernier, il y avait les hommes et les femmes qui marchaient ensemble. Sur 15 km, il y a encore un peu d'écart quand même en termes de vitesse. J'ai fini avant-dernier de tout le monde. J'ai terminé avec la dernière fille, on était tous les deux, on a fini. J'étais vidé complètement au possible. J'avais vraiment tout donné à Rio et ouais, c'était beau, mais je me souviens en fait de cette image au village où c'est Nicolas Karabatic qui est venu m'accueillir à la sortie de l'ascenseur, qui m'a ramené pas loin de la chambre avec. Il y avait Kevin aussi qui était là et voilà, qui m'a dit bravo, quoi, tu vois, bravo. Et tu vois, c'était t'es allé au bout de ce que tu pouvais faire, quoi. Et donc, tu n'avais pas la médaille, mais c'était. Ça vaut presque une médaille. Pour moi, ça vaut presque une médaille. Et la reconnaissance, en fait, c'est. Voilà, en 2021, quand tous les athlètes ils sont venus me voir, et même les entraîneurs, etc., ils m'ont dit Johan, en fait, merci pour ce que tu as fait pour notre discipline, en fait. Merci pour ce que tu as fait pour ton discipline, parce que tu n'as jamais triché. Il y a plein de messages sympas. Pour moi, c'était une forme de médaille olympique, tu vois, la reconnaissance de mes pairs. Quelques messages, et les pseudos qui vont avec, parfois des blagues, parce que moi j'aime l'humour de Twitch. Harry Cover, moi j'ai grandi devant Johan Diniz, vraiment. Original Pimous, c'est bien simple, avant Johan, je ne marchais pas. J'ai découvert la marche avec Johan. Il y a beaucoup de blagues en ce sens. J'ai connu la discipline grâce à lui, Erundil. Il a inventé le fait de marcher, même parce qu'avant on rampait tous. C'est vrai qu'on te doit ça, notamment. On a tous commencé entre 10 et 12, 13, 14 mois à marcher. Voilà, donc effectivement. Je l'ai fait marcher dans toutes les villes d'ailleurs. Voilà, non, c'était la blague. J'ai des vidéos, je l'ai fait marcher dans toutes les villes. On n'a pas le making-of. Ah, mais non, mais j'aurais dû le mettre dans le making-of, mais vraiment des plans même sur des ponts, mais des trucs improbables. Pour les crédits à la fin, juste dans tous les endroits où il doit marcher. Ça, tu l'as pas trop mis ça dans le doc, Johan en train de marcher dans les. Non, j'ai pas eu le droit de faire ça. Dommage. Oui, parce que 52 minutes, on doit faire des choix, je suppose que. Ah ouais, ça a été très dur. C'est un des trucs compliqués au montage, quoi. Ouais, c'était. T'as combien Ouais, c'est ça. Non, mais non, Johan, très bonne question. En fait, je sais pas du tout, mais j'ai lu sur un communiqué de presse qu'il y en avait 600. Donc je me suis dit, waouh, c'est ce que j'ai dit. Ouais, 600 heures de rush. Alors, est-ce qu'on a un peu exagéré mais en même temps, ça m'étonne pas. 600 heures. Là, on a 50 minutes, on va dire qu'il y a 1 heure. Donc, t'as 600 fois la matière finale. Waouh. Il faut bien sélectionner. Jo, t'as mis une petite trappe que j'ai ratée là. Mais en fait. Si, t'as mis une image parce que les gens rigolent. Vas-y, fais péter. Il assume plus, il assume pas. Parce que Joe, il fait des petites blagues parfois de réalisation. Il assume pas, Joe. T'as mis quoi? T'as mis un rayon? T'as mis une étoile? Non. T'as mis quoi? Attends, tu vas vraiment la remettre? Oui. Qu'est-ce que t'as mis? T'as mis une petite blagounette. Je le sais. Mais j'ai remis un truc que j'ai mis tout à l'heure. J'ai encore mis moi dans mes œuvres sportives. Ça fait rire tout le monde à chaque fois. Ah ouais. Oui, bien sûr. Malcolm. Moi, j'avais pas la ref, mais manifestement, ça parle beaucoup dans le chat. C'est quoi son casque là? C'était des casques de vitesse un petit peu, quoi, j'imagine. Oui, mais un peu. Vous en mettez pas pour la marche, quoi. Oui. Bon, j'ai pas la ref, mais je pense qu'il faut que je rattrape mon retard là-dessus. 600 heures. Alors, donc Mais après, en fait, plus il y a de rush, plus on est organisé aussi dans la façon de regarder. Tu sais ce que tu veux aller. En gros, non, mais c'est-à-dire qu'on va pas regarder, on va pas passer parce qu'on avait très très peu de temps en fait de montage. On avait 6 semaines, quoi. Ce qui est c'est pas beaucoup. Ah, mais c'est rien du tout. D'accord. C'est rien du tout et je crois qu'on a un peu débordé, mais. Ouais, pour un 52 minutes, c'est un peu. C'est pas grand-chose. Ouais, c'est pas grand-chose. C'était ton premier documentaire. Et c'était mon premier en plus, ouais, sport. Exactement. Ça faisait beaucoup de premières. J'ai fait des reportages en fait, mais j'étais pas. C'était même mon premier long métrage documentaire. D'accord. J'avais fait plutôt des courts métrages documentaires. D'accord. Et de la fiction aussi, je crois. Et j'écris un scénario de fiction parce que j'ai fait l'atelier scénario de la FEMIS pendant 1 an. Ouais. Trop bien.
Voilà. Donc d'un long métrage, d'un long métrage qui se passe à l'île de la Réunion, dans la communauté indienne de ma mère. Ok. Voilà. Ah ouais. Et qui est une comédie qui n'a rien à voir. Et il y a un tournage prévu pour l'instant, il est en développement. D'accord. Voilà. Ok. Je viens tout juste de sortir en fait de la Fémis, donc Ok. j'ai tout fait en même temps moi cette année. J'ai fait ça, j'ai fait le documentaire. Plus un petit garçon à la Plus maison. un petit garçon, voilà. Ah, qui le regarde peut-être, quoi qu'il est Pas 19h53. non, il regarde pas d'écran. Ah ouais. Même quand c'est maman sur Twitch, ça. Ouais, non, ouais. Bon, je ne le salue pas alors. Alors si je le fais, je montrerai en replay dans quelques années. Et on te fait un grand coucou, petit bonhomme. Voilà. Alors, je ne le fais pas beaucoup quand j'ai des invités, mais c'est pour vous expliquer. Parce que c'est votre premier stream à tous, notamment Rivenzi. Rivenzi, tu découvres vos Twitch ce soir. C'est mon premier, je trouve ça fou, c'est beau. C'est un super outil. Super plateau, bravo, j'adore. Et en fait, je vous ai montré, il y a le chat, effectivement, que j'avais sous les yeux. Il y a les gens qui nous regardent, qui interagissent, souvent avec beaucoup d'humour. Moi, c'est ce que j'aime. Et puis, il y a ceux qui soutiennent aussi la chaîne, qui prennent des abonnements, qui s'abonnent à la chaîne pour soutenir la chaîne. Donc, je ne remercie pas souvent les subs quand j'ai des invités, parce que je suis plutôt à écouter mes invités. Mais je remercie Tara Lyon, par exemple, à l'instant, Judoc. Ça permet aussi de lire les pseudos. Il y a Petit Poney, voilà. Il y a Eva, il y a Bididubul, il y a Budu, il y a Silent Cheetah, Insipiti, Alamartage, Choupi. Ils sont sages, les pseudos. Ils sont calmes. Parfois, ils sont pas sages. Hein, voilà. J'ai un de mes modérateurs parmi l'équipe de modération que je remercie. On va les remercier d'ailleurs Clama Coquine, Étienne, Ephaistos, Julot, Majmi Lambert, MGCTF, Moulbit. Ah, eh oui. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup de modération Non. La communauté est sympa aussi. Original Pimous, Pépin Camille, Sarah Molly. C'est Sarah Molly. Bien sûr. Sarah Molly. J'ai mis quelques mois pour comprendre. Oui, j'ai mis Sugar Frog et Mathieu qui gère la chaîne YouTube, qui est en train de préparer d'ailleurs, qui va poster demain d'ailleurs un petit best-of numéro 5, je crois, de l'hebdo. Il nous reste 5 minutes. Il est 19h55. Un mot de vos projets là à venir pour chacun. Je sais que Rive, tu as notamment un été sur France Télévisions. Exactement. Tu vas être sur France.tv. Exactement. Pour présenter les Jeux Olympiques pour France Télévisions. Let's go. Donc en vrai, c'est un rêve de petit garçon parce que moi j'ai grandi notamment devant les exploits de Johan et devant. Regarde, c'est toi là. Exact. Ah punaise, il y a ça. Je savais même pas qu'il y avait ce visuel-là sur le. Et si. Voilà. Sur le site. Donc oui, je vais présenter les Jeux Olympiques. Donc c'est trop bien. Donc en gros, le rôle, c'est pour ceux qui connaissent ce que fait Laurent Luyat sur France 2 et France 3. Ouais. Et ben moi, je ferai ce rôle-là pour France TV. Donc France TV qui aura cette chaîne. Ouais, ça va être super. Donc cette chaîne qui sera à l'occasion, qui va être pendant les Jeux Olympiques, pas pendant les Jeux Para malheureusement, parce que pour les Jeux Para, France TV met une chaîne par discipline, donc vous pourrez suivre l'entièreté des Jeux Para sur France.tv. Mais donc cette chaîne s'appelle France TV Paris 2024. C'est notamment pour les sports urbains, mais pas que, les nouveaux sports, on va dire. Et donc moi, je serai pour, on va dire, animer le chat, parce qu'il y aura un chat, faire des sondages, renvoyer vers les commentateurs. Créneau horaire, je crois. Moi, je fais tous les matins. Ouais, tous les matins. De 8h à 13h, quelque chose comme ça. Donc 8h, 13h pendant toute la durée des Jeux, sur France.tv, vous aurez Rivenzi pour commenter les Jeux, quoi. Et du coup, tu auras des gens avec toi ? Exactement. Ouais, alors moi, je serai un peu tout seul à la base, mais je peux inviter des copains streamers. Ah oui, mais t'as pas des consultants de la discipline En fait, l'idée, c'est que les consultants qui sont sur les sites olympiques, on est en communication avec eux et qu'on puisse leur dire, voilà, on a une question dans le chat, est-ce que vous pouvez nous répondre ? Donc l'idée, c'est pour ça qu'ils sont venus chercher des streamers, c'est pour aller chercher cette interactivité, comme toi, tu arrives à faire très bien, Samuel, qu'on puisse passer les questions, qu'on ait cette interface entre les consultants et le chat et les gens qui regardent. Donc ça va être chouette. Bon, moi, je suis à Paris. Si jamais tu veux que je passe te voir. Ah, mais avec grand plaisir pour le coup. Comme j'ai mon badge de France Télévisions. Ah, bah oui, tout est à la maison. Non, mais c'est avec grand plaisir. Mais bravo, Rive, pour ça. Je trouve ça super. Il y a toi, il y a Zach Nani. Exactement. Aussi. Il y a Manon Lanza également et Alice Elim qui on sera les quatre. Qui a repris d'ailleurs. Elle a repris le tennis. Qui a repris le tennis, ouais. Ah, je savais exactement. Pas. Je savais qu'elle avait joué à assez bon niveau. Oui, tout à fait. Et ben, elle a repris là sur le tournoi futur Challenger. Ah, ok, très bien. Donc voilà, elle est de retour sur le circuit, mais elle fait une petite parenthèse pour l'été.
à l'occasion des jeux. Parce qu'elle est aussi créatrice de contenu. Exactement. Bon bah voilà, un bel été arrive carrément. et puis de plus en plus de documentaires sur l'histoire. Tout à fait. Sur ma chaîne YouTube. Tout à fait. Et En donc plus là, du on stream. en prépare un pour fin juin. Ouais. Fin juin pour le prochain documentaire. Voilà. Alors ça quand il y a ce petit sourire, ça veut dire que ça n'est pas la peine que je lui pose la question Non, sur la parce que je ne te thématique. donnerai pas Tu vois, ça c'est le petit sourire qui dit Samuel, Parce je que moi, sais. j'allais Et demander. qu'actuellement, on est dans le montage et qu'on s'arrache les cheveux, mais tout va bien. Ça c'est un extrait d'un documentaire de Rive, un des derniers. Oui, alors là, c'était quand on était mis 24 heures en soldat de la Seconde Guerre mondiale, soldat français, et qu'on était dans la ligne Maginot et qu'on faisait des bêtises. Voilà. On fait des trucs comme ça, ouais. Tout à fait. Donc tu disais que le thématique de ton prochain documentaire, Je ne te le dirai pas, je ne te le dirai pas. Bien essayé. Anna, projet là, après cette année déjà super chargée. Bah, en fait, je suis en écriture de beaucoup de projets. Donc là, je suis en train d'essayer de faire par priorité. Ok. Mais je suis sur mon long métrage dont je t'ai parlé. Trop bien. J'écris une série aussi qui n'a rien à voir, Ok. qui est plus un thriller. Et un autre documentaire sportif, mais je ne peux pas te dire sur quoi. Bah, c'est fou ça. J'essaie de faire des scoops. En mais, off peut-être. Un emploi du temps bien chargé aussi. Ouais, c'est ça. Antonin, déjà, nous on va te suivre avec beaucoup d'attention, Clairement. beaucoup Merci. de soutien, beaucoup de ferveur. Merci. Voilà, pour le 400 et peut-être le 100 mètres, toi ton projet à court terme il est là. Ah bah clairement. Il est là. Oui. Moi, il n'y a pas de suspense là. Non. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... Et tu te projettes déjà vers d'autres choses derrière, sur le plan sportif ou personnel, ou non, tu es tellement focus sur cet événement que pour l'instant rien d'autre n'existe? Après, je me projette un petit peu quand même, mais pas trop, parce que j'avais vraiment envie de vivre cet événement pleinement. Et donc, il y a une petite projection, mais pas trop non plus. Ouais, bah, je comprends ça. Johan, projet? Le projet, c'est déjà de suivre mes athlètes, enfin les athlètes, et puis après de construire également le futur, l'héritage de ce qu'on aura pu faire avec ce team athlète, comment on va pouvoir le péricliter dans la durée, etc. Donc il y a tout un projet à écrire à nouveau, et puis parce qu'il faut qu'on puisse continuer à être un acteur en tout cas du sport, et moi j'ai envie de continuer à guider et à pouvoir transmettre ce qu'on m'a apporté pendant mes 18 années de haut niveau avec des athlètes, voilà. Puis les accompagner dans la reconversion également, dans les projets de société qui sont hyper importants pour moi, qui puissent exprimer leurs valeurs également, leurs causes. Tout ça, c'est super important. T'as pas prévu de reprendre la compétition? Parce qu'à l'instant, tu nous parlais d'une joueuse de tennis qui allait reprendre la compétition, alors je pensais qu'elle avait arrêté. C'est pas prévu? Non, moi, ma compétition, elle est sur d'autres terrains. Elle est sur d'autres terrains. Ça m'est jamais arrivé, parce que au niveau du timing, on est souvent un petit peu souple sur Twitch, il est 20h. Pile, c'est pas beau ça? C'est incroyable. Bravo. Moi je voulais vous remercier tous les quatre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un super moment. Merci beaucoup. Merci, Mais vraiment, Samuel. c'était un plaisir. C'est trop sympa. En plus, voilà, comme je le disais au début de ce stream, au vu de l'actualité politique qu'on vit en ce moment, qui est passionnante, mais qui est aussi un peu anxiogène, un peu très dense, je trouve que ces jeux qui arrivent, il y a l'euro là aussi, mais il y a les jeux qui arrivent surtout derrière. Je pense que ça peut être aussi un grand moment. Sinon de communion nationale, en tout cas de partage de quelque chose qui va peut-être nous faire du bien aussi. Donc je me réjouis de ces Jeux olympiques et paralympiques qui arrivent. Donc merci à tous les quatre. Merci au chat parce que j'avais les yeux rivés sur le chat comme d'habitude parce que vous savez que sur Twitch ce qui est intéressant c'est de participer et bravo pour vos questions, bravo aux modérateurs. Merci Joe. Voilà. Merci Joe. Merci Joe pour la qualité de la réalisation, pour les petites images que tu vas nous chercher. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Merci à Decathlon aussi, parce que c'est eux qui ont été à l'origine de ce projet de stream. Ils ont des réductions évidemment sur la tenue, surtout qu'il ne faut pas hésiter à nous envoyer. Alors, j'ai pas un code promo Decathlon, je suis désolé. Là, j'aurais bien voulu. Et merci donc à Decathlon qui a permis ce stream et qui est derrière cette team Decathlon. Merci à la moustache de Rivenzi, me dit The Froud aussi. C'est vrai. Écoute, c'est vrai. Elle est là, elle vous remercie également. Non, moi je peux pas, j'ai essayé une fois, mon épouse m'a dit non, en fait, ça ne va pas être possible. On se retrouve pour un troisième stream aujourd'hui, tout à l'heure. Je vais rentrer à la maison, qui est pas loin là. Je vais aller voir mes petits loulous, mon épouse. Je vais dîner avec eux, je vais coucher les enfants et je reviens jouer à Valorant. Voilà. Puisqu'on est passé bronze 2, on n'est pas très loin d'un niveau qui est quasiment un niveau d'athlète en fait. Oui. Non, toi tu peux leur faire croire à eux, mais pas à moi. J'approche doucement d'un niveau international. Ça va finir au VCT, ça va venir. Voilà. Pour la petite histoire, sachez que l'objectif c'est de devenir champion du monde sur ce jeu vidéo. Oui. Voilà. Bon, et plus j'avance dans le jeu, plus je me rends compte que ça va être compliqué. Oui, on te l'avait un peu dit au départ, mais c'est bien. Voilà, exactement. C'est ça. Ouais, peut-être champion du monde des EHPAD.
On joue de plus en plus aux jeux vidéo dans les maisons de retraite. Hein, et ça, c'est une bonne chose d'ailleurs. Et donc peut-être que c'est là que... Là, tu vas arriver avec un coup d'avance. Ça, c'est sûr. Merci à tous. On va faire un petit raid. Alors j'explique à nos invités, Rib, il connaît ça par cœur. Le raid, c'est un truc magique de Twitch, c'est un truc sympa de Twitch. Et on est aussi dans le partage. Le raid, c'est ce qui permet de faire basculer tous vos viewers, tous ceux qui vous regardent sur la chaîne d'un autre créateur de contenu, pour venir justement pour faire découvrir une autre chaîne. Ou... Théo, si jamais tu vois quelqu'un... Je suis en train de regarder. Ouais, je suis en train de regarder. Il y a du Valorant, il y a de l'actualité. Il y a Domingo qui vient de démarrer un popcorn délocalisé. Hein. Voilà, je sais plus où il est. Il est pas à Montpellier. Il est à Montpellier. Tout à fait. Il y a Jean Massier qui est là pour parler d'actualité. Il y a Fugu qui est en train de jouer à Valorant. Il y a Trivia qui est en train de jouer. Il y a Ultia sur Cyberpunk aussi. Il y a Ultia sur Cyberpunk. Il y a l'embarras du choix, tu vois. Actu. C'est pas la dernière. On peut aller voir Jean en vrai. Hein. On peut aller voir Jean. Jean. Tu parlais de ça en vrai pour l'actualité. Jean, c'est un passionné d'actualité, notamment l'actualité politique. C'est vraiment quelqu'un qui maîtrise vraiment ça et qui apporte beaucoup d'infos et d'éclaircissements et de lumière, notamment dans des séquences comme celle-ci. Donc en vrai, tu veux que je m'en occupe C'est déjà fait. Alors un dernier grand merci. Bonne fin en télé, on dit beaucoup saison. Bonne fin de saison. Ouais. Même si certains vont être sur le pont cet été. Hein. Oui. Merci du fond du cœur. On se retrouve, qu'il est quelle heure 20h vers 21h, 21h30 pour mettre des têtes, comme on dit. Bonne soirée à tous et à tout à l'heure. Ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour le raid.